Ça y est, là maintenant il me voit, très bien, bonsoir tout le monde. Alors oui, vous êtes de bonne humeur, Sarkozy en prison, tout ça tout le monde est content, c'est bien. Il y a 100 ans Kronstadt, putain ouais, Kronstadt. Attends, il y a une année de célébration, là il y a la commune aussi, ça va parler de Napoléon à mon avis, pas mal. D'ailleurs la matinale de France Culture ce matin était consacrée. De thèse, bonsoir, est-ce que voilà. Tout le monde m'entend bien? Oui, c'est mieux, hein. C'est mieux. Donc Pink Platypus, toi, c'est toi le réalisateur de ce docu de 2 heures. C'est moi, c'est le... Ouais, tout à fait. Alors on va en regarder le trailer évidemment. Parce qu'on va parler de série. Donc l'avantage qu'on a ici par rapport à la radio ou par rapport à un podcast audio, c'est que je peux vous diffuser des images, des trailers sur YouTube. On va pas rentrer dans il y a même pas besoin de pirater quoi que ce soit. On va regarder des trailers sur YouTube et éventuellement des openings pour voir les séries desquelles on va parler. Et donc toi tu as réalisé un docu de 2 heures et je trouvais ça scandaleux qu'il y ait aussi peu de gens qui regardaient ça. Putain, on voit la tour Eiffel derrière. Ah ouais. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de magie là? Ah si. Ça brille et tout, hein. Ah, Paris est une fête. Ah oui, c'est merveilleux. Non mais il y a des avantages à vivre dans des studios parisiens quand même. Ouais, c'est pas mal. Donc, merci aux gens aussi qui sub. Je vois que le train de la hype va bon train. Mais, bon, pour la fluidité de la conversation, évidemment, je vais pas vous remercier au fur et à mesure. Je ferai peut-être une grosse séance à la fin. Mais je vais rester plutôt concentré sur la conversation. Donc, on va regarder des images de Gundam. On va discuter de Gundam. On va parler évidemment plus en détail de ton projet, enfin de ton projet qui est sorti là, donc de ton travail, parce qu'il est titanesque, hein, vraiment. C'est quoi, c'est 2 ans de boulot, c'est quoi? C'est 18 mois de boulot approximativement, ouais. 18 mois, ça se voit, ça y a pas à chier. Donc je vous mets, on vous mettra le lien évidemment dans le chat. Faut absolument que vous alliez voir ça. Et puis mon deuxième invité. Tu étais sur Twitter sous le nom de Petit Cheminot pendant très longtemps, puis un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as changé de tweet name et tu es devenu Professeur Gros Robot, parce qu'entre-temps, tu avais rencontré Gundam. Oui, je vais changer de pseudonyme il y a, c'est-à-dire 3-4 mois, mais je me suis toujours appelé Petit Cheminot sinon. C'est les tweet names, j'ai changé assez souvent. Celui-là, j'ai décidé de le garder un peu. Et moi, je te suivais déjà depuis quelques temps sur Twitter, et j'ai vu... 2-3 ans, je crois. Ouais, et j'ai vu d'un coup tes tweets complètement pollués par Gundam, et je dois avouer que c'est ça qui m'a fait me pencher sur le truc. Je me suis dit, mais ça a été mon déclic, si tu veux. Je me suis dit, bon, attends, ça a l'air extraordinaire. Pourquoi les gens sont en pamoison comme ça devant cet animé de robots? Donc c'est la question qu'on va se demander, qu'on va se poser ce soir. Pourquoi cette hype de fou sur Gundam? Je pense qu'on va commencer en regardant le trailer tout simplement de... Alors ça sent le mec qui a plusieurs trucs à faire en même temps et qui galère un peu quand tu rajoutes des tout simplement au milieu de tes phrases. C'est parce que t'es tout simplement en train de faire autre chose en même temps. Voilà. Donc le trailer de la jeunesse de Gundam, on se regarde ça en full screen et on en parle juste après. On va commencer par ce projet. Donc est-ce que c'est bon là? Tac, si je fais ça, non, parce que hop, voilà, évidemment, parce que tout gérer soi-même, faut tout faire soi-même, voilà. Et c'est parti, normalement ça marche. Voilà. Yoshikazu Yasuhiko sensei. Yoshiyuki Tomino. Il nous fallait un animé qui fasse la renommée de Sunrise. Alors, nous avons proposé un projet avec un potentiel plus cinématographique. Les ressources de Sunrise étaient maigres, et Gundam n'avait le droit à aucun traitement de faveur. Les Gundam, les Gun-Tank, les Gun-Canons, pour les designer, j'avais beaucoup de concepts à prendre en compte. Les chiffres de Gundam ne cessaient de chuter. Je savais que Tomino et Yasuhiko étaient sur la bonne voie. Attendez, il y a des fan clubs de Gundam? Nous avons publié un article parlant de Gundam, comme quoi la série allait être interrompue. Gundam a commencé à devenir populaire à mi-parcours de sa diffusion. S'il n'avait rapporté que 200 à 300 millions de yens, il n'y aurait pas eu de suite. Lionsgate allait produire un film, avec un Gundam comme personnage principal, j'imagine.
Alors, il y a déjà des réactions dans le chat en mode mais c'est quoi Gundam, bordel? Moi je connais Gundam. Qu'est-ce qu'ils disent? Gundam Wings? Oui, bien sûr, parce que alors vous connaissez peut-être ça. Voilà, on va regarder ça ensemble. Le début de l'opening de Gundam Wings, c'est parce que c'est une série qui pour le coup est sortie sur M6. Mais regardez ça, ça vous rappellera peut-être des souvenirs. C'est l'opening à la française, ils ont rajouté des voix et tout, c'est fabuleux évidemment. Alors, tiens, petit... Mais alors, les Gundam, évidemment... Putain, je galère. J'ai trop de trucs à gérer en même temps. Les Gundam, c'est aussi ce que je suis en train de vous montrer. Je suis en train de vous montrer l'écran, là, de petits cheminots. C'est aussi ces figurines de robots. C'est tout un univers. Et alors, est-ce que tu vas monter, du coup, une figurine en live? Est-ce que tu vas monter un Gunpla en live? C'était ça l'idée? Ouais, c'était l'idée. Ouais, je pense que je vais monter un char Vaku, un high-grade, pour montrer à quoi ça ressemble de monter un Gunpla dans cette gamme-là. Oui. Et donc, du coup, vous avez sans doute déjà vu ces figurines. Vous êtes peut-être déjà allé dans des magasins de jeux vidéo, je pense, je sais pas, à Lyon par exemple, à Game Spirit. Vous avez plein de boîtes comme ça, empilées les unes sur les autres. Et alors, c'est pas toute la licence Gundam, mais enfin, c'est quand même majoritaire. Là, majoritairement, c'est des Gundam. Et ça vient de là, l'idée de, vous voyez, les pièces là, les pièces de couleur de plastique qu'on va ensuite assembler avec très peu de matos. Mais on y reviendra un peu plus tard. En attendant, c'est quoi Gundam? Pourquoi Gundam? Ouais, mais ça c'est un Eva, ça c'est l'Eva 01, ça. Oui, c'est trahison. C'est pour montrer qu'il y a autre chose que des Gundam, évidemment, dans le Gunpla, oui. pour d'autres licences. Bon, très bien. Et oui, et Boulevard Voltaire à Paris, j'imagine que aussi on peut trouver un certain nombre de boîtes assez facilement. D'autant que tu as le Hobby Store de Paris qui vient d'ouvrir l'été dernier ou l'été d'avant, l'été dernier je crois, qui est la première boutique l'été dernier, la première boutique Bandai officielle, parce que du coup c'est Bandai, donc le fabricant de Gunpla. Les Gunpla étant ces figurines Gundam ou d'ailleurs d'autres licences effectivement, donc Evangelion, etc. À construire soi-même. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et donc Bandai c'est fabricant officiel et donc ils ont ouvert la première boutique officielle en France, donc c'est quand même une chance qu'on a. Donc c'est à Paris malheureusement pour l'instant. Il y a d'autres boutiques sinon ailleurs, mais voilà, qui sont pas essentielles. Bah oui, nous on a des boutiques Warhammer, eux ils ont des boutiques où ils vendent des boutiques Bandai, putain, où ils vendent des boîtes de Gundam et où ils font des ateliers, parce que évidemment une fois que tu l'as monté, après tu mets des petits stickers, tu peux mettre de la petite poussière, du machin, enfin c'est loisir créatif pour les barbus quoi en gros. On peut customiser après les Gunpla, ouais. Ouais, donc c'est un peu comme Warhammer, sauf que ça n'a rien à voir, parce que là, il n'y a pas de jeu, pour le coup. Si, le jeu, c'est de lui faire prendre une pause, c'est ça, un petit peu. En tout cas, c'est ce que tu dis dans ton docu. C'est ça, c'est qu'effectivement, après, l'avantage, c'est qu'il est extrêmement articulé et qu'on peut lui faire adopter la pose qu'on veut, la scène préférée qu'on a envie. Et puis après, l'idée, c'est aussi d'en avoir plusieurs, comme ça, on peut faire s'affronter des robots géants qui se sont peut-être même jamais rencontrés dans les différentes séries télé, et les faire s'affronter, en faisant des poses un peu dynamiques, tout ça. Pour le coup, c'est plutôt Monsieur Cheminot qui est plus grand expert Gunpla que moi. Je pense qu'il pourra plus... Oui, je me suis intéressé en fait d'abord à Gundam via le Gunpla. Ah oui. Genre ça t'a monter des robots, ça t'a intéressé avant d'avoir envie de regarder la série? C'est ça en fait. Avant de monter des robots, je m'étais intéressé aux plamo, c'est-à-dire qu'avant, tiens, je vais te montrer, j'avais fait, je m'amusais en fait à monter les Playmobil, oui. Non, pas des Non, des plamo, des plastiques modèles. C'était l'idée que je m'amusais avant à monter des bornes d'arcade avec des écrans sur lesquels je mettais un Raspberry Pi. Hop, je le mets là. Et c'est après que sur Twitter, j'ai eu des personnes qui m'ont parlé de Gundam, de Gunpla, en me disant qu'il y avait des gens qui s'amusaient à faire des customs et tout ça. Et je me rappelle bien que je disais sur Twitter que jamais je toucherais à cette merde. Ouais. Mais en réalité, c'est que je m'y suis intéressé et je me suis pris un kit de Gunpla sur la gueule. Ouais, sur la gueule, ouais. Sur Brest, en fait, dans un magasin de jeux vidéo, justement, j'ai monté un premier kit qui était un high grade et ça m'a donné envie, en fait, de continuer de faire d'autres Gunpla. Et ainsi de suite. Je me suis intéressé au custom, à la peinture. Il y a Bicyclette dans le chat qui dit c'est moins cher c'est plus cher que Warhammer ou c'est moins cher? C'est moins cher que Warhammer, c'est bien moins cher.
C'est moins surtout cher. ça la révolution Gunpla, c'est justement que effectivement, comme il faut qu'on les construise soi-même, c'est pas une figurine qui est déjà faite. Bandai a toujours été révolutionnaire dans sa façon de proposer les modèles à vendre. Donc par exemple, c'était à l'époque, il y avait un marketing de fou qui a été fait. Donc là, c'est pas dans le documentaire, hein, du coup, c'était une période qui était un petit peu après, mais où Bandai mettait en avant pas besoin de peinture, ça se fait assez facilement. Après, il y a différents niveaux de complexité forcément, mais surtout, voilà, ce qui était mis en avant, c'était vraiment le prix extrêmement compétitif. Ça, pour le coup, j'en parle dans le film. C'est vraiment cette volonté de se mettre sur les prix les plus bas possibles, en fait. Désolé pour le. Bah oui, c'est Paris. Il y a des attentats, il y a des trucs comme ça, c'est normal. Donc, oui. Tu as consacré un docu de près de, donc, je dis de près de, non, carrément de 2 heures. 1h56 pour être tout à fait voilà. Exact. Donc 2 heures de Gundam. À la base, tu fais des vidéos sur Internet depuis quoi, 3 ans? En fait, depuis vachement longtemps, mais j'ai eu plusieurs chaînes YouTube en fait. Mais bon, Pink Platypus, c'est celle-là qui va compter. Parce que bon, après, il faut assumer le reste. Donc, non, Pink Platypus, donc ça fait depuis 2017, je crois, officiellement. Mais oui, effectivement, au début, je faisais plusieurs formats, pop-up. En fait, l'idée, c'était de faire des sortes de mini-documentaires, parce que ça a toujours été ce vers quoi je voulais me diriger. Sauf qu'évidemment, à l'époque, il ne s'agissait pas de faire des films de 2 heures, évidemment. Il s'agissait de faire des films plus normaux, c'est-à-dire vraiment entre 10 et 30 minutes maxi, histoire d'être régulier. Sauf que j'ai un sale défaut, c'est qu'à chaque fois, quand j'écris un sujet, je me renseigne, j'apprends de nouvelles choses. Donc je rajoute encore et encore, et je me retrouve toujours avec des vidéos beaucoup plus longues. Ton sujet central, c'est l'animation japonaise ou le manga même en général? À la base, je devais parler de culture pop en général, mais alors je me suis un peu perdu dans mon truc, puisqu'effectivement, ce que moi je préfère personnellement, c'est la culture japonaise, en tout cas, culture japonaise c'est vaste, en tout cas, effectivement, tout ce qui est animation japonaise, cinéma aussi, j'ai testé plusieurs choses en fait, à chaque fois en essayant d'être régulier, mais effectivement, ça tourne toujours autour de l'animation japonaise. T'as fait les Sentai aussi? J'ai fait les Super Sentai, mais enfin voilà, quand je dis animation japonaise, on retrouve sur tout ce qui est production japonaise, donc les tokusatsu, etc. Donc oui, non, mais ça tourne toujours autour du Japon, quoi. A priori, mais les Sentai, t'avais fait 30 minutes. Qu'est-ce qui fait que tu fais 2 heures sur Gundam? Et mais j'aurais aussi pu faire 2 heures sur Sentai en fait, hein, mais c'est juste que je fais 2 heures sur Gundam. Alors c'est-à-dire que effectivement, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est qu'à la base, ma vidéo sur Gundam, ça devait être une vidéo de 10 minutes. Je déconne pas, 10 minutes, où j'expliquais un peu, voilà, c'est quoi, ça parle de quoi, d'où ça vient, comment. Et puis je me suis un peu perdu. C'est parti en couille en fait. D'autant plus que d'autres l'ont déjà fait. Hein. Je pense qu'Hermite Moderne je crois qu'il a déjà parlé de Gundam. Non, Hermite Moderne n'a pas fait de vidéo sur Gundam. Non, mais il en parle. Il a fait une vidéo sur le Real Robot. Oui, exactement. Voilà. Je me suis renseigné, effectivement, il y avait des youtubeurs qui avaient essayé de parler un peu de Gundam, mais le problème de Gundam, c'est que c'est une franchise qui dure depuis 40 ans, je précise, parce que c'est en 2019, on a fêté les 40 ans de la franchise, donc on parle quand même de quelque chose qui a une multitude de séries télé, de films, d'OAV. Les OAV, c'est des films conçus directement pour la télévision, au cas où... je sais pas si tout le monde que c'est, enfin bref. Et donc voilà, donc il y a aussi des jeux vidéo, des mangas, enfin c'est un univers dantesque. Et c'est toujours la question qu'on se pose, c'est comment parler de ça sur YouTube. Est-ce qu'on fait une vidéo pour expliquer tout, c'est-à-dire tous les univers de Gundam qui existent? Est-ce qu'on consacre sa chaîne YouTube entière à explorer Gundam finalement? Franchement, si on voulait être aussi précis que j'essaie de l'être dans ce film, effectivement, il faudrait consacrer une chaîne entière pour en parler clairement, parce que par exemple, le film documentaire que j'ai fait se centre sur la période 79-85, donc sur la première série Mobile Suit Gundam et les films récapitulatifs qui ont suivi. C'est ça, c'est pour ça que ça s'appelle la jeunesse de Gundam. Tu prends le point de départ. Le point de départ, c'est une série télévisée, enfin c'est un animé produit pour la télé, par la Sunrise. Et je propose qu'on regarde l'opening ensemble de cette toute première série d'animation qu'on appelle aujourd'hui Gundam 0079, hein, j'imagine. Si je dis First Gundam ou Mobile Suit Gundam, il y a beaucoup de... Ouais, First Gundam aussi. En fait, c'est comme pour le Gundam en lui-même, en fait, ça se résume à Gundam dans le nom officiel, mais c'est trop compliqué en fait. Oui, c'est Mobile Suit Gundam. Le mieux en fait, c'est de l'appeler Gundam 79. Bon, et ben on va regarder ensemble l'opening de Gundam 79. C'est vieux, hein, donc vous allez voir que bah oui, pour le coup, c'est niveau mnémotechnique, c'est pratique. Mais vous allez voir que la qualité de l'animation, c'est de l'animation de l'époque. Mais si vous êtes capable de regarder les Chevaliers du Zodiac, Senseiya, les premiers épisodes, ou Dragon Ball, vous êtes capable de regarder Gundam. Normalement, ça ne devrait pas vous paraître trop dégueulasse. C'est d'excellente facture. Hein. Ah bah oui. C'est pas du tout une animation au rabais. Hein.
Non, pas du tout. Alors, hop, l'opening du tout premier Gundam, enfin de la toute première série. Ça vous évoque des souvenirs, ça, des très vieux souvenirs de quand vous avez découvert la série il y a 2 ans, en fait. Ouais, voilà. J'ai découvert la série en 2017 en ce qui me concerne, et vraiment cette musique, je la trouve absolument incroyable. Mais alors aussi, petite anecdote, c'est-à-dire qu'en 1980, le seul pays autre que le Japon à avoir diffusé la série à l'époque, entre-temps elle s'est exportée, c'est l'Italie. Mais c'était l'Italie. Et en Italie, en 1980, ils ont fait un générique italien, chanté par Mario Balducci, et il est absolument génial. Pendant que je faisais le documentaire, je l'écoutais en boucle. Et je le préfère, franchement, je le dis, je le préfère même à l'original. Bah, c'est vrai que moi je le trouve pas. Autant je trouve que l'OST de Gundam, c'est comme l'OST de Senseiya, ça défonce, c'est-à-dire il y a un côté disco, funk de ces années-là au Japon, tu vois. Et autant c'est vrai que le générique est pas complètement ouf. Par contre, rassurez-vous, tout le reste de l'OST défonce. Et c'est une grande tentation pour moi. J'en ai calé déjà dans OLG de temps en temps, donc c'est pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, il y avait déjà des séries de robots, on va revenir sur l'historique un petit peu de Gundam, ce dont tu parles dans ton docu, mais c'est pour expliquer aux gens pourquoi Gundam c'est pas pareil que les autres séries de robots. Il y avait déjà des séries de robots, avec d'ailleurs tout un marketing qui était bien en place, on fait la série, elle vendait, si vous connaissez Joueur du Grenier a fait une série sur les Transformers, c'est un système que les Américains ont pris aussi, on fait une série pour vendre des jouets, il y a des jouets dans la série, et voilà, etc. Et ce système s'alimente. Et puis on commande du coup une série de robots donc Tomino il s'appelle le créateur, hein, c'est ça? Yoshiyuki Tomino, tout à fait, c'est le créateur, le réalisateur de Gundam et aussi le scénariste. Et qu'est-ce qu'il va faire de différent des autres qui fait que Gundam c'est pas pareil? Et Gundam c'est pas pareil parce qu'avant Gundam il y avait ce qu'on appelait le super robot. Et donc, comme son nom l'indique, les robots géants sont en fait des espèces de super-héros. C'est-à-dire qu'ils sont très bariolés, fantastiques, surpuissants, indestructibles, et représentent des figures héroïques. Et du coup, on est dans quelque chose de assez enfantin finalement, qui cible un public majoritairement enfant pour vendre des jouets. Donc à l'époque, voilà, c'est une entreprise qui s'appelait Poppy. Et donc là, on parle de production que tout le monde connaît, je pense, aujourd'hui, ne serait-ce que notamment Goldorak, qui est sorti en France à l'époque. Mais avant lui, il y avait aussi donc Mazinger Z, plus tard aussi Getter Robot, etc. Donc c'est ce qu'on appelle donc des super robots. Ce que Tomino va changer dans tout ça, c'est qu'il va créer en fait un nouveau sous-genre du mecha. Le mecha, c'est les animés avec des robots géants qui mettent en scène des robots géants. Et le real robot, c'est l'idée que le robot géant, ça va devenir non pas un super-héros tout puissant, mais une arme de guerre produite industriellement donc pour faire la guerre. Et l'idée surtout, c'est de s'adresser à un public plus mature qu'à l'accoutumée. Donc là, l'idée, c'est pas de s'adresser à des enfants, mais plutôt à des jeunes adultes, des adolescents. Et donc aussi, donc plus tard, l'idée sera aussi proposer donc un merchandising qui devra prendre en compte le fait que les fans sont plus âgés. Et surtout les thèmes plus matures. Oui, alors il y a des gens qui dans le chat mentionnent Evangelion. S'il y a bien un point commun avec Evangelion, c'est le héros qui veut pas piloter ou qui trouve ça horrible, la guerre, voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, le super robot est très manichéen. Alors Evangelion, c'est quand même plus tard, c'est en 95. Oui, bien là, sûr. Là, on est en 79. Donc je précise, il y a quand même sacrément de différence. Et dans le super robot, c'est toujours un héros, survolté, qui va sauver le monde, qui a envie de le faire. Il y a des méchants clairement identifiables qui veulent eux détruire le monde, c'est logique. Et dans Gundam, on se retrouve avec un héros un civil, qui se retrouve embarqué dans la guerre. Donc c'est un gars qui vivait sur sa colonie spatiale, donc il y a la planète Terre et il y a plusieurs colonies qui existent, et donc le héros est dans une de ces colonies, il vivait sa vie tranquille, jusqu'à ce que la guerre arrive chez lui et qu'ils doivent s'enrôler. Et par le jeu du hasard, il va se retrouver à piloter le robot géant, le Gundam, donc l'effigie de la première série, et il s'avère qu'il est très doué. Et donc, comme il est doué et que on n'a pas 36 000 hommes pour pouvoir faire ce qu'il fait, et tant pis, ce sera à lui de faire la guerre. Et puis, si ça lui fait pas plaisir, c'est pareil. Et voilà. Et donc c'est dur, du coup on n'est pas dans quelque chose de très sombre et torturé, attention, mais on est quand même dans quelque chose qui est plus mature. Des fois si quand même, parfois. La première série, c'est vrai qu'il y a ça, c'est vrai que c'est. Des fois c'est trop dark, quoi. Alors, t'avais un truc à ajouter, Cheminot? Ouais, si je peux rajouter une parenthèse sur Evangelion, c'est faut le remettre dans une catégorie d'exception parce que pas vraiment le mettre dans le real robot par rapport à ce qui est montré sur l'animé. Et je voyais aussi en commentaire une personne, Moot The Boot, qui disait que dans Evangelion ce ne sont pas des robots. Et en fait ça ne change rien.
à l'histoire, parce qu'on peut même considérer Attack on Titan comme étant du genre du mecha. Même si ce sont des appareils biologiques ou autres, on peut quand même le ranger dans cette catégorie-là. Alors pour comprendre que c'est un scénario relativement mature, en tout cas ambitieux par rapport au scénario classique où voilà, il y a des gentils, il y a des méchants. Les méchants souvent dans les séries de robots ils étaient extraterrestres, ça permettait de montrer des gros trucs complètement fantastiques. Et parfois même les robots eux-mêmes étaient d'origine extraterrestre. Et là ça change un peu, il y a un vrai scénario et je voulais qu'on regarde un petit truc ensemble que j'ai mis de côté parce que j'ai vu ça passer au zapping, c'est-à-dire chez Vu, et j'ai fait non, c'est pas vrai. Vous savez que Jeff Bezos, il a un projet qui s'appelle le projet Blue Origin, Blue Type, Blue je sais pas quoi là. Regardez ce qu'il veut faire dans l'espace. Jeff Bezos, il veut faire des colonies. Regardez la forme de ces colonies. Regardez ce qu'il nous prépare. These are very large structures, miles on end, and they hold 1 million people or more each. Here's the International Space Station for scale. On est dans quelque chose de très proche de qui va se faire dans Gundam. This is a very different kind of space colony. Parce que si on peut résumer en fait. Alors on va faire mieux que ça, on va carrément regarder un petit extrait du résumé de Gundam qu'il y a dans au tout début de Double Zeta Gundam, mais où vous allez voir que ce futur envisagé par Jeff Bezos, l'idée de faire des colonies cylindriques qui tournent et donc qui par la force de la gravité que ça génère permet de maintenir les gens par terre sur toute la surface à peu près. Vous voyez l'idée, c'est ça le point de départ en fait de Gundam. Voilà, ça c'est la forme des colonies dans Gundam. Donc c'est exactement ce que nous prépare Jeff Bezos. Donc on est déjà dans le futur, on est pourtant en 79 et on part sur cette hypothèse, une hypothèse qui venait pas de nulle part. Hein. C'était quoi là, tu le dis dans ton docu, c'était quoi la source d'inspiration à la base pour ces colonies tournantes là dans l'espace? C'est des cylindres O'Neill. Qui portent bien leur nom puisqu'elles sont sous cette forme-là, et c'était un concept d'habitat spatial. Alors c'était purement théorique, mais effectivement il semblerait que, tu vois, je l'ignorais complètement, mais il semblerait que Bezos ait repris cette idée-là, ouais. Et c'est le point de départ de Gundam. Donc les humains colonisent l'espace parce que évidemment ils ont salopé la planète. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que Gundam se passe dans un calendrier qui s'appelle le siècle universel. Quand l'histoire commence, on est en l'an 79. Et en fait, l'an 1, là où ça a commencé, ça correspond à la date à laquelle l'humanité s'est implantée dans des colonies. Donc en fait, quand Gundam commence, ça fait 79 ans que l'homme habite dans l'espace. Effectivement, parce qu'ils ont saccagé la planète. Et là, il s'agit, après c'est un peu plus compliqué que ça aussi. Il n'y a pas qu'une question de. Mais oui, c'est ça. Et donc le point de départ de Gundam, il est donc déjà il y a ce background un peu écolo. L'humanité, qu'est-ce qu'on en fait? Donc le truc un peu métaphysique aussi. Est-ce qu'on conquiert l'espace? Est-ce que on se laisse crever? Bon, là, on conquiert l'espace et puis qu'est-ce qui va se passer dans ces colonies? Il y en a une qui va se rebeller. C'est ça, donc la colonie la plus éloignée de la Terre, qui est contrôlée par ce qu'on appelle le duché de Zéon. En fait, c'est une grande famille un peu royaliste qui s'appelle la famille Zabi. Et donc, c'est eux qui ont le pouvoir. Ils vont revendiquer leur indépendance, tout simplement. Indépendance que la fédération, donc la fédération, c'est la fédération terrienne, la fédération de la Terre, vont leur refuser cette indépendance, ce qui va créer donc un conflit entre Zéon qui veut son indépendance et la fédération terrienne qui ne lui accorde pas, et ça va après provoquer des conflits armés jusqu'à ce que la Zéon va perpétrer un crime abominable. Il va faire s'écraser une colonie spatiale sur l'Australie, une colonie spatiale entière sur l'Australie. Ça va être un cataclysme monumental et ça va créer une guerre qu'on va appeler donc après la guerre d'1 an, qui va provoquer la mort de la moitié de l'humanité. Donc on est vraiment sur un truc très fun, très happy family. C'est vrai que c'est une grosse guerre, quoi. Et pour construire ces colonies dans l'espace, les hommes ont donc inventé des mobile suits, des équipes. Ouais, c'est ça, non? C'est après ça, en fait, les mobile suits. Ils sont arrivés assez tard, ouais. Les mobile Origin, nul. Ouais, ça, mais si, j'ai vu Origin.
Eh ben alors, tu sais. Eh ben, je me rappelais plus. Je croyais qu'il s'en était servi justement pour bricoler les colonies, moi. Non. Les années 70, début 70 du calendrier universel, qu'il y a effectivement les premiers mobile suits qui seront donc créés par la guerre, parce qu'en fait, il y a une sorte de course à l'armement qui rappelle certaines choses qui sont vraiment passées chez nous, du coup, puisque y a un parallèle qui est fait, on y reviendra. Mais voilà, et donc il y a une course à l'armement, et donc c'est Xeon qui vont en premier lieu prendre l'initiative de créer des mobile suits. Et d'ailleurs, ces mobile suits, ce sont des Zaku, c'est ce qu'on appelle les Zaku, et c'est ça que tu es en train de monter, Cheminot. C'est ça, je suis en train de monter le Zaku de l'antagoniste le plus connu de l'univers Gundam, qui est Char Aznable. Char Aznable, dont le nom évidemment est inspiré de notre Charles Aznavour national. Voilà, y a pas mal de blagues sur les noms dans Gundam, pas mal de références cheloues de noms occidentaux qui sont japonisés et parfois il y a des trucs un peu grivois, comme Quattro. Alors moi, moi j'avais même pas capté moi. C'était Quattro Bagina, c'est Bagina, je crois que c'est baleine que ça veut dire. T'es sûr? Je crois que c'est ça. Mais c'est. T'es sûr là? Alors oui. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre le B et le V au Japon? Non, il n'y a pas de différence entre le B et le V au Japon, puisque, enfin, si, ils peuvent utiliser le V, mais ils utilisent majoritairement le B, enfin, ils n'utilisent pas beaucoup, enfin, à part. Oui, il s'appelle Quattro Tosha, quoi. Ouais, mais alors, du coup, j'ai pas le sentiment de l'avoir entendu comme ça, si. Ils disent pas, ils disent Vagina, non? Je crois qu'ils disent Quattro Bagina. En fait, mais ils prononcent jamais le V, en fait. Sauf, par exemple, pour Avdol dans Jojo, par exemple, dans le jeu Bizarre Adventure, on ne dit pas Abdol. Alors, ça avait plus de sens pour Abdol pour Abdul, mais bon, il l'appelle Avdol, Avudolu. Mais dans Gundam, ils disent bien Quattro Bagina. D'accord, très bien. Bon, oui, c'est parce qu'à côté, on a aussi un autre antagoniste qui est une espèce de clone de Char, qui s'appelle aussi dans Unicorn Full Frontal. Frontal, pas forcément, enfin, l'auteur n'avait pas cette idée-là quand il pensait au pseudonyme du personnage, quoi. Ouais, non, ça reste accessible aux mineurs quand même. Oui, bien sûr. Bon, alors, donc, toi, tu as fait donc du coup un docu de 2 heures. Je le redis, on va mettre le lien dans le chat autant que vous voulez. D'ailleurs, on fait de la pub. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce live ce soir. C'est parce que voilà, je me suis dit, à l'époque, il y avait 7000 vues sur le truc. Je me suis dit, c'est scandaleux, c'est un travail monstrueux, titanesque. Comment t'as travaillé sur ce docu complètement ouf? Les interviews, elles viennent d'où? La traduction, t'as tout fait tout seul? Tu parles japonais, j'imagine? Non. Même pas? Tu t'es fait aider? Ouais, tout à fait, heureusement. C'est-à-dire qu'en fait, moi déjà ça a commencé quand j'ai rencontré Yoshiyuki Tomino, le réalisateur de Gundam. J'ai eu cette chance-là à la Japan Expo, à la dernière Japan Expo, à l'époque où on pouvait encore y aller. J'ai même assisté à la masterclass qu'il avait organisée, et j'avais déjà l'idée de faire une vidéo sur Gundam, mais vu l'ampleur du projet, je me disais c'est pas pour moi. Et finalement, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, mais il faut que je le fasse. Et on a eu la chance que, justement, pour les 40 ans de Gundam en 2019, il y a un documentaire, entre guillemets, de la NHK, en tout cas un document filmé de la NHK, qui a été diffusé gratuitement sur YouTube, diffusé à la télé au Japon, bien sûr, mais ensuite rediffusé sur YouTube. C'était une succession d'interviews du staff japonais de l'époque, en japonais. Il y avait une version traduite en anglais. Alors, inespéré pour moi, c'était super. On se retrouve avec 40 minutes d'interview non-stop. Alors il y a une voix off aussi qui explique un peu, mais enfin ça reste surtout le gros intérêt du document, c'est vraiment que les interviews. Et je suis parti de ça en me disant, mais voilà, je vais me servir de ça comme base pour raconter la production de la première série Gundam. Je vais traduire les interviews donc de l'anglais au français, parce que j'aime pas trop faire, je préfère toujours partir du japonais sur le français, mais bon, je fais avec les moyens du bord, effectivement, je parle pas japonais. Donc on a commencé comme ça, et donc voilà, j'ai réuni quelques personnes qui m'ont aidé, je les remercie au passage, voilà, donc on est parti là-dessus. Et donc autour de ça, t'as pas de modèle économique en plus, toi, c'est que de... Ah non, que dalle. C'est-à-dire que la vidéo, si tu veux, je savais dès le départ que j'aurais... Pink Platypus est une entreprise, quand même, c'est une auto-entreprise, parce qu'à la base, je suis monteur professionnel, c'est mon métier. Mon entreprise s'appelle Pink Platypus, j'ai pas de clients, et on comprend pourquoi. Je plaisante. Non, mais voilà, et c'est... bref, et donc, il y a une entreprise, mais j'avais à aucun moment l'idée de gagner de l'argent là-dessus. Je parle d'une licence qui ne m'appartient pas, voilà, à aucun moment, je me suis dit, je vais gagner de l'argent. Bon, bref. Oui, puis le docu de la NHK est du coup largement réutilisé. Évidemment, donc là, il
il y a les musiques, il y a les extraits, c'est mort. Hein, là, niveau, j'ai aucun droit. Les Japonais sont très protecteurs de leurs droits d'auteur. Oui, on connaît Nintendo. Voilà, par exemple. Mais c'est vrai que voilà, il y a des choses comme ça. Je savais bien que ça passerait pas. Non, l'idée, c'est que je voulais un documentaire sérieux, un document même sérieux. Surtout qu'en fait, il y a très peu de sources françaises. Hein, dans toutes les sources utilisées. Oui, non, toutes les sources utilisées dans le film quasiment sont anglaises ou japonaises. Donc là on parle de traduction. Alors j'ai été aussi un peu aidé par l'AEG, l'association donc Essor pour l'association pour l'essor de l'univers Gundam, dirigée par Saga, Jean-Philippe Dubrul que je salue au passage, qui m'a aidé aussi pour la traduction de certains éléments du film. Et donc lui parle japonais, donc ça a été très pratique. Et voilà, donc si tu veux, c'était vraiment, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé, et surtout le plus difficile, ça a aussi été par exemple les visuels, parce que c'est bien de parler de Gundam à l'époque, mais l'idée c'était aussi de montrer l'envers du décor, à quoi ressemblait le casting à l'époque, comment étaient fichus les studios, à quoi ressemblait Yoshiyuki Tomino à l'époque où il avait encore ses cheveux, parce que le réalisateur est très connu au Japon pour être chauve. Effectivement, il y a plein de blagues par rapport à ça. Il avait des cheveux à l'époque, hein, ça existe. Et il fallait retrouver les photos d'époque, et donc ça veut dire chercher des vieux magazines, puisqu'à l'époque il y avait beaucoup les magazines japonais qui parlaient d'animé étaient super importants, et il y avait beaucoup d'informations justement de studios, sur les studios, sur les réalisateurs, les animateurs, avec des photos du coup, qui étaient publiées, et donc il était question de retrouver ces magazines, de les scanner pour les utiliser dans le film, donc forcément ça prend du temps, et en ce qui me concerne donc 18 mois. Donc la base c'était le documentaire NHK. Et puis après, j'ai fait mes propres recherches. Donc, il y a une bibliographie assez conséquente. Donc, de toute façon, tout est à la fin du film. Hein. Je cache aucune de mes sources. Donc, oui, c'est très très pro. Je veux dire, le générique de fin, c'est pas du tout abonnez-vous à la chaîne YouTube, machin, tout ça, et en fait, il n'y a pas de crédit. Non, tu nous as fait de vrais crédits, machin. C'est un film vraiment documentaire. Un vrai documentaire. C'est-à-dire qu'effectivement, la NHK, comme je l'ai dit, c'était une succession d'interviews, ce qui n'est pas du tout inintéressant, au contraire, c'est ultra intéressant, mais je voulais pas juste proposer une version française de ça, parce que du coup, je le précise pour ceux qui n'ont pas encore vu le documentaire, les interviews sont doublées en français. Elles ont été traduites, puis redoublées en français. Et je voulais pas juste proposer une version française de ça m'intéressait pas, ce que je voulais, c'était apporter un plus, apporter un... Oui, voilà, donc t'as embauché des doubleurs ? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de comédiens qui sont venus, 11 je crois de mémoire, qui sont venus pour effectivement enregistrer tout ça. Et je les remercie tous. Ils ont été adorables et ça a été très long forcément, puisque il faut s'accorder sur les emplois du temps de chacun. Le coronavirus aussi n'a pas trop aidé. Parce Connard de virus. La production du film est tombée en plein milieu de ça. Donc, attends, j'ai pas suivi. C'était des comédiens qui t'ont aidé ? Alors, il y a un comédien. Il y a un comédien professionnel, parce que peut-être qu'ils demandent comédien par rapport à est-ce qu'ils sont professionnels ou pas, je sais pas. C'est ça ta question? Parce qu'il y a un comédien professionnel dans le lot, la plupart sont soit en voie de professionnalisation, soit un peu comme moi en fait. Hein. C'est-à-dire que moi je cherche aussi à me professionnaliser dans ce que je fais, à m'accomplir dans ce que je fais, et effectivement la plupart des comédiens sont dans la même situation. Et il y a aussi mon ingé son qui m'a beaucoup aidé, donc voilà, et je me suis en fait entouré de gens qui ont accepté de m'aider, de collaborer avec moi sur ce projet. Tout seul, c'est pas possible de faire ça, clairement. Hein, c'est beaucoup trop de boulot. Voilà. Je fais la voix off. Oui. Tu termines sur un j'allais dire un cliffhanger, parce que ton documentaire parle de toute la première série Gundam. Ouais. La première série Gundam passe à la télé une première fois. D'ailleurs, on peut peut-être raconter l'histoire. Hein. Ouais. La première série Gundam passe à la télé une première fois. Les audiences sont pas ouf. Ils vendent pas beaucoup de jouets parce que précisément y a un décalage entre le ton de la série qui est très sérieux, très adulte, et l'âge du public qui achète des robots, des jouets quoi, tout simplement. Et ça décolle après. Il y a une hype qui fait qu'il y a une deuxième diffusion, qui fait qu'il y a des films derrière. Qu'est-ce qui fait que ça prend ? C'est super compliqué à répondre à cette question, même dans le documentaire. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut essayer d'expliquer, c'est-à-dire que ça a pris, donc, effectivement, tu l'as expliqué, la série a bidé, mais même avant donc en fait, il y a un moment donné, quand l'épisode 29 a été diffusé, la production a dit on arrête, la série est annulée. Mais il faut comprendre que même un petit peu après, la fanbase commençait déjà un peu à grandir. Il y avait des fan clubs qui commençaient à exister. Pourquoi ça a pris? Simplement que la qualité de la série était indéniable, mais la fanbase n'était pas encore assez conséquente et ça a grandi en fait un peu après. Qu'est-ce qui a permis le succès? Peut-être la démocratisation de la VHS qui commençait donc à
à s'implanter dans tous les foyers début des années 80. Et donc on pouvait enregistrer les épisodes, les refiler aux amis, etc. Ça a peut-être aidé. Oui, parce qu'il y a une spécificité aussi de Gundam, c'est-à-dire que c'est pas un serial où il y a un petit événement au début de l'épisode, un méchant arrive, on bat le méchant et c'est fini. Il y a un peu de ça quand même, c'est une forme un peu hybride d'ailleurs, il y a toujours, chaque épisode est quand même structuré autour d'un truc qui se passe, un avant la mission, après la mission, il y a quand même un petit peu ça, mais surtout c'est une histoire au long cours, avec une évolution des personnages, etc. Donc du coup, l'arrivée de la VHS change tout, parce qu'on peut regarder les épisodes d'avant, on peut se remettre à jour et comprendre un peu ce qui se passe, parce que mine de rien, prendre un épisode comme ça en cours de route, on comprend rien si on prend la série en cours de route. Oui, c'est pas feuilleton. Et puis, ce qui a aidé aussi, du coup, c'est que donc à l'époque, les séries télévisées japonaises étaient sponsorisées par les entreprises de jouets, puisque du coup, c'était basé sur tout ce qui était Goldorak, Mazinger Z, etc. Et donc, si les jouets se vendent pas, la série est pas rentable, et donc soit il n'y a pas de suite, soit carrément, si c'est vraiment pas rentable, elle est annulée, elle est déprogrammée, ce qui a été le cas donc de Gundam, qui devait faire une 50aine d'épisodes, qui au final n'en fait que 43. Et à la fin, donc du coup, le réalisateur était frustré, il n'a pas pu proposer la fin qu'il voulait, etc., etc. Sauf que, du coup, à la fin, le fabricant de jouets, Gundam, c'est pas rentable, ça sert à rien, j'arrête. Et derrière, il y a un autre fabricant de jouets qui, lui, a déjà travaillé sur d'autres animés qui étaient eux aussi adressés à un public plus mature, Yamato. Et c'est Bandai qui va dire, la série a bidé, est-ce que je peux pas essayer, moi, de proposer mes propres modèles en plastique? Peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose. Clover, l'ancien sponsor, dit, tu peux le faire si tu veux. De toute façon, la série, c'est un bid. En ce qui concerne le premier sponsor, c'est un bid, donc il s'en fout. Bandai va proposer donc les premiers Gunpla. Et ça va être une révolution, ça va être absolument fou. Il y aura des files d'attente interminables, il y aura des bousculades dans les magasins de Tokyo, il y aura des fans qui vont carrément devoir être envoyés à l'hôpital. Vraiment, ça a été un succès fou, justement parce qu'il y avait cette stratégie commerciale de proposer le tarif le moins cher possible. Ils savaient pas, en fait, ils avaient même pas 6 mois pour fabriquer les premiers Gunpla. En janvier, donc en fait, c'est plus simple, ils les ont pas fabriqués et ils les ont mis comme ça, voilà, les petits bouts encore collés entre eux. Donc faut une petite pince et faut le monter soi-même. C'est ce qu'on est en train de regarder. Exactement. Et ça a pris quoi. Les stratégies. C'était super parce qu'ils les vendaient 490 yens et ça marchait du feu de Dieu, c'était que dalle. C'était le prix le plus bas possible. Donc forcément, ça a marché. Et donc du coup, il y a un public nouveau qui arrive, il y a des gens qui se réunissent, des fan clubs qui se regroupent, et c'est là qu'il y a Shoshiku, une société de distribution japonaise, qui va contacter le Yoshiyuki Tomino, le réalisateur, et lui dire « Bon, écoute, Gundam, ça fonctionne maintenant, alors que la série est annulée, on va refaire la série au format long métrage. On va faire, donc ça aboutit donc à une trilogie cinématographique. Donc en fait, ils ont repris la série et ils l'ont un peu retravaillé quand même parce que la production d'une série télé, ça n'a pas tout à fait le même budget qu'une production cinématographique. Voilà. Et donc du coup, dans le troisième film, la fin qui devait à la base être diffusée à la télévision a pu être proposée selon les souhaits du réalisateur. Donc d'ailleurs, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, petit cheminot. Non, rien à rajouter. On va regarder parce que attendez, il y a des questions qui reviennent quand même dans le chat sur par quoi on commence. Voilà, ça a des grandes questions évidemment. Si vous voulez vous mettre à Gundam et comprendre un petit peu l'univers, parce qu'il y a quand même des chances que ça vous plaise. Si vous suivez mes streams, normalement les questions politiques, tout ça, ça vous inquiète un petit peu, ça vous intéresse au moins. Donc Gundam, c'est quand même très politique. On va y revenir juste après. Mais comment on rentre là-dedans le mieux? Est-ce qu'il faut regarder moi, je vous avoue, j'ai pas regardé la première série. J'ai regardé ces fameux 3 films, donc 3 films de... Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. En fait, ça dépendra, parce que si vous voulez commencer Gundam, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que vous préférez en termes d'animation? Si vous êtes réticent à l'animation un peu vieillotte, parce que, moi, je vous dirais toujours partir dans l'ordre chronologique des productions. Donc, commencer par la trilogie cinématographique. On peut commencer par la série, si on a envie, pour la curiosité, mais comme je l'ai expliqué, la série, du coup, elle a été écourtée, etc. C'est vrai que commencer par la trilogie, ça peut être une plus grande sécurité. En fait, la série ne représente pas l'image que voulait donner Tomino sur sa série. En fait, c'est ça. Et c'est-à-dire que moi j'aurais plutôt tendance à conseiller la trilogie cinématographique pour commencer. Mais effectivement, si vous êtes réticent à l'image un peu vieillotte, ce qui se comprend tout à fait, on peut ne pas trop apprécier ça. On peut vouloir commencer par des choses plus actuelles. Voilà. Là, il y a Gros Robot qui tient le coffret Blu-ray de la trilogie cinématographique Gundam.
Alors, chez All The Anime, en fait, qui édite en fait la plupart des œuvres de la licence Gundam, il y a le coffret Blu-ray de la première trilogie de Gundam. Alors attends, parce que je montrais pas aux gens, parce que j'étais en train de préparer le trailer de Gundam Origin, parce que je pensais que vous alliez parler de ça direct après. Ouais, c'est ce que j'allais faire après, du coup. Voilà, bah oui, mais bon, alors donc tu montrais un coffret, c'est quoi? C'est la première trilogie voilà, de films. Donc si vous n'êtes pas réticent à l'animation un peu plus vieillotte, entre guillemets, elle est très bonne facture, hein, j'insiste, pour l'époque, mais bon voilà, si ça vous dérange pas, on peut commencer par le début, la base, la trilogie cinématographique. Si vous préférez une saga beaucoup plus récente, vous pouvez effectivement commencer par Gundam The Origin. Donc, je vais ici. Ah bah attends, merde, j'ai encore rechargé le trailer. On va regarder le trailer, on regarde le trailer et on parle de Gundam Origin juste après. D'accord, bien sûr. Voilà, très bien. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus joli que ce que je vous ai montré juste avant. Plus récent, en tout cas. Bah oui. 2015. Voilà. Abonnez-vous, évidemment. À Gundam. N'importe quoi. Donc vous disiez, oui, la série Gundam Origin, très bonne façon. Donc là, la série relate les événements juste avant le début de Gundam 0079. C'est un préquel qui est sous la forme, au choix, de 6 OAV. Donc les OAV, donc ce sont des films d'1 heure à peu près. 6 fois 1 heure. 1 heure à 1h30, 6 fois 1 heure, jusqu'à 1h30, je crois, le dernier. Ou alors aussi sous la forme de série. Ils l'ont fait les deux, c'est la même chose, hein, sous forme d'OAV ou sous forme de série, c'est pareil. En fait, donc il y a les OAV qui sont disponibles en Blu-ray chez Crunchyroll, pas chez Crunchyroll, chez All The Anime, et en fait la série découpée en 13 épisodes, qui est tout à fait regardable, contrairement à d'autres séries Gundam qui ont été très mal découpées, disponibles sur Crunchyroll, avec des openings faits par Lunacy, franchement qui sont très 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 bien. Mais il faut savoir qu'en fait Gundam The Origin est à la base une adaptation du manga de Yasuhiko. Là, j'ai les mangas ici. Je sais pas qui c'est, moi. Je sais pas de qui tu parles. Yasuhiko, dans le documentaire, et du coup, je le présente, c'est celui qui a conçu les personnages. Ah, c'est le mecha designer. Ah non, c'est le Kara designer. Le Kara designer, et c'est aussi le directeur d'animation de la première série Mobile Suit Gundam. C'est lui qui est tombé malade. Oui, très bien. Ok, je vois. Et en fait, à partir de 2001, je crois, jusqu'à 2010, il a décidé de faire un manga reprenant toute la série 79. Donc reprenant évidemment toute la première série, de son point de vue à lui, avec sa vision, et au milieu de son manga, il décide de faire une préquelle racontant justement ce qui a été adapté via l'animé Gundam The Origin. Et c'est une très bonne porte d'entrée aussi, puisque du coup l'animé est beaucoup plus récent que l'autre. On parle d'un animé qui date de 2015, c'est ça, 2015 Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. De 2015 à 2018, c'est ça. Déjà, c'est une très, très bonne adaptation du manga. L'animation est superbe. Et l'histoire, en fait, généralement, les origin stories sont rarement bonnes. Celle-ci est excellente. Franchement, ça se regarde et c'est un très bon point d'entrée, contrairement à ce que pas mal de puristes. Il y a des puristes qui disent qu'il ne faut pas commencer par Origin. Il y a des puristes qui disent qu'il ne faut pas commencer par The Origin parce que en fait, on perd la surprise, on perd en fait des surprises sur Char Aznable. C'est-à-dire, pour faire une comparaison que tout le monde connaît, est-ce que vous avez envie de connaître les origines de Dark Vador avant de voir Star Wars 4, 5, 6 ? Voilà, c'est ça. C'est un peu la problématique, quoi. C'est un peu la problématique, mais au fond, franchement, moi je sais qu'il y a des gens qui ont du mal en fait à démarrer une série avec une animation datée, qui ont cette impression en regardant une trilogie de 2h30 chaque film, sur une animation qui est quand même plutôt datée, sur une histoire qui a l'air quand même un peu feuilleton quand même. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de regarder cette série-là? Est-ce qu'ils ont vraiment envie de regarder l'ordre chronologique de parution? Franchement, moi je dis, commencer avec The Origin, c'est plus simple, et en plus de ça, ça donne envie de voir la suite. C'est d'ailleurs comme ça que je t'ai conseillé de regarder Gundam Museum, c'était en regardant The Origin. Ah, moi j'ai commencé par... C'est ça qui t'a motivé à regarder la suite. Même si après les robots en 3D, je trouve ça moins bien que les robots dessinés, mais bon. Ah ouais, ça c'est... En vrai, pour de la 3D, franchement, ça passe crème. Hein. Franchement, ça passe plus crème que certains animés qui en usent et en abusent. Là, ça reste quand même plus agréable à regarder. Mais ça peut rebuter, c'est vrai. Moi, je préfère aussi l'animation. Après, c'est les goûts, les couleurs, hein, mais ça reste plus récent, plus... Mais il n'y a pas que Gundam The Origin comme porte d'entrée. T'as aussi vu Thunderbolt, par exemple. Oui. Extrêmement bien foutu. Alors, ça peut être une porte d'entrée, tu dis, Thunderbolt.
C'est-à-dire que l'histoire est assez indépendante finalement, parce qu'effectivement, donc Gundam, donc la première saga, donc Zeta, Double Zeta, Char contre-attaque, ce sont des choses qui suivent en fait. Il faut suivre l'intrigue pour comprendre tout ce qui se passe. Thunderbolt, ça raconte un conflit qui est beaucoup plus isolé. Donc vraiment, Gundam, voilà, c'est une guerre énorme. Et Thunderbolt, ça se concentre sur un conflit très isolé avec des personnages inédits. Oui. On va regarder le trailer. Moi, ça fait penser un peu au film Stalingrad, un petit peu. Je sais pas si vous voyez. Non, j'ai pas eu la chance de le voir. Bah, en fait, c'est au milieu d'une grosse bataille, sauf qu'on suit surtout des duels de snipers d'un côté et de l'autre, et donc sans raconter l'intégralité de la guerre, sans montrer les énormes batailles, on se fixe sur deux personnages qui se livrent un duel en fait. Donc ça m'a vraiment fait penser à ça, Thunderbolt. Ouais, c'est ça, c'est un peu la même idée, c'est ça, c'est qu'on a un moment isolé du conflit sur des personnages au final qui n'apportent rien, qui ne vont rien changer au conflit, contrairement à Amuro qui ne changera pas grand chose énormément non plus, puisque la guerre il l'a gagnée quand même, mais Amuro, c'est le héros de la saga d'origine, je précise. C'est ça, voilà. On va regarder le trailer. Ah, je me suis planté, c'est peut-être pas Stalingrad. Bon, je sais plus ce que c'était mon film de duel de sniper. Mais bon, c'était un peu dans l'idée. On va regarder, et là vous allez voir, c'est magnifique parce qu'en plus Thunderbolt, non seulement c'est très joli, vous allez le constater, mais en plus il y a une direction artistique au niveau de la musique notamment, super jazzy et tout. Ça passe tout seul, en plus c'est pas très long. C'est aussi une autre porte d'entrée, donc Mobile Suit Gundam Thunderbolt, en revoyant cette ambiance là. Ouais. Non, c'est vraiment dingue. C'est un animé qui est vraiment dingue. En plus, il est aussi dur à regarder dans le sens où il y a la musique jazz effectivement qui est assez unique dans Gundam. C'était pas encore très vu avant, enfin pas du tout. Et il y a un thème principal dans cet animé qui est celui de l'handicap. Des blessés de guerre, etc. Ce qui la rend déjà dure dans son propos et surtout ultra prenante, ultra intéressante. C'est vraiment un thème passionnant, surtout quand on parle de guerre. Et ouais, et puis alors c'est une porte d'entrée quand même, et je précise quand même que c'est une porte d'entrée un peu frustrante, puisque donc il y a 2 films de Thunderbolt actuellement sortis, mais Thunderbolt s'adapte à manga qui est toujours en cours de parution. Et donc même une fois qu'on aura vu la fin du second film, on n'aura pas fini donc l'histoire de Thunderbolt. Il y a un côté un peu frustrant forcément, donc on est sur quelque chose qui est toujours en cours, quoi. Alors j'ai une excellente... Oui, vas-y Chemino. Si je dis pas de conneries, en fait, c'était prévu normalement qu'il y ait une adaptation de tout ce qui concernait Thunderbolt petit à petit, mais en fait le mangaka est tombé malade, je crois. Et du coup, il y a eu un comme sur la série originale. Il y a eu un report des parutions et je crois que justement c'est ce qui a fait retarder, en fait, ce qui a fait annuler tout le reste de Thunderbolt. Mais en réalité, moi je ne considère pas que Thunderbolt puisse être frustrant si et seulement si on ne regarde que le premier film de compilation qui ne se passe que dans l'espace. Je ne sais pas si tu as vu Usu la deuxième partie, le deuxième film qui s'appelle Bandit Flower, qui se finit en fait vraiment sur un cliffhanger, alors que le tout premier film qui est Gundam Thunderbolt December Sky, où ça se finit sur la prise de la Bawaku, donc vers la fin de la première vraie série Gundam, où on te laisse imaginer en fait qu'il pourrait y avoir une suite, mais en réalité il y avait quand même une conclusion dans cette première partie. Alors que dans le 2 il n'y a pas de conclusion. D'accord, ok. Bon attends, moi je crois que ça se trouve j'ai pas vu le 2 en fait. Donc ça, non mais c'est merveilleux. Tu n'as pas dû voir la classe alors. Je sais pas si tu avais dû voir le Full Armor Gundam, mais attends, est-ce que... Il y a eu le deuxième. Ouais, donc ça c'est Thunderbolt. Moi j'ai une très bonne question dans le chat, et parce qu'on devait évidemment parler de ça. Pourquoi faire une série sur les... Donc c'est Elvinsky qui demande ça. Pourquoi faire une série sur les mechas pour parler de conflits géopolitiques? Quel est le rôle des mechas dans Gundam? Est-ce que tu peux raconter la même histoire avec, sans, voilà. En gros, oui, les Gundam c'est une métaphore. Après, on peut y voir beaucoup de choses, mais c'est-à-dire qu'effectivement, le robot géant au Japon a toujours été utilisé comme une espèce de symbolisme de parabole, surtout de la bombe atomique, hein, clairement. Ça avait commencé avec Astro Boy, ça a continué avec Tetsujin 28 Go, et puis après les super robots, à la Go Nagai, etc. Metal Gear Solid, tiens, hop. Si. Oui, mais en fait, il est très fan, l'auteur de Metal Gear, comment ça s'appelle déjà Hideo Kojima, en fait, était très très fan de Gundam. C'est pas les Japonais qui sont fans de Gundam, a priori. Hein. Plus japonais. Et d'ailleurs, il avait fait lui-même une série de jeux vidéo, de mecha, qui s'appelle... Merde, comment elle s'appelle déjà? Là, tu... Je sais pas, mec. J'en ai aucune idée. Merde. Zone of the Enders. Non, j'en sais rien du tout. Aucune idée. Mais si, c'est ça, c'est Zone of the Enders?
C'est ça. Ça, mais moi, je suis bon au Trivial Pursuit, je tente toujours un truc, tu vois. Même quand je suis pas sûr, je tente un truc et hop, camembert. Voilà. Bam. Ah, mais le robot géant a toujours été utilisé post-Seconde Guerre mondiale pour raconter des histoires, pas toujours sérieuses, hein, mais en tout cas qui avaient un sous-texte de guerre froide, du coup, voilà, Seconde Guerre mondiale, bombe atomique, dissuasion nucléaire, etc. Et dans la dissuasion nucléaire, on y est vraiment à fond dans Gundam avec cette histoire de course à l'armement. Ah oui, oui. On est en plein dedans là. Alors du coup les premiers à avoir fait, donc on vous rappelle le scénario, surtout s'il y en a qui sont arrivés entre temps. Le scénario du coup c'est des colonies dans l'espace, dont une qui se rebelle. C'est elle qui produit d'ailleurs les premiers mechas militarisés. Les premiers mobile suits sont appelés mobile suits dans la série du coup. C'est ça. Et du coup elle se dit avec ça on va pouvoir avoir notre indépendance. Et alors là il y a une esthétique, il y a des clins d'œil, mais c'est même pas des clins d'œil. Il y a des références très claires. Même il parle d'Hitler, hein, Hitler est évoqué. Tout à fait, dans le premier film, le mot Hitler est évoqué, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui s'appelle Giren Zabi dans la trilogie originale Gundam, c'est clairement un Hitler-like, et c'est pas caché, c'est pas sous-entendu, puisque son père, à lui, va carrément lui dire tu ressembles à un mec qui s'appelait Hitler il y a longtemps. D'ailleurs, il lui dit c'est pas ouf, hein. Non, mais c'est ça. Alors c'est ça qui est bien, c'est que du coup son père, qui est pourtant censé être le daron un peu de la famille, qui est censé représenter les méchants, qui est contre la politique de son fils. Tu vois, donc il y a quand même un non-manichéisme là-dedans qui est, on veut notre indépendance, jusqu'où on est prêt à aller pour l'avoir. Et non, les méchants sont pas des méchants. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses dans l'intrigue, ça je le souligne aussi dans le chapitre 6 du film, du film documentaire, je veux dire, cette idée que cette idée que la Fédération, en refusant l'indépendance à Zéon, a un peu provoqué cette guerre aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un gentil, il n'y a pas un méchant. Zéon, ils n'ont pas eu leur indépendance, une indépendance qu'ils méritaient complètement. Il y a une dépendance aux ressources, aux matières premières qui est folle, quoi. Et ça fait effectivement penser aux conflits qu'il y avait juste avant la Seconde Guerre mondiale, qui ont engendré justement un conflit qui s'est généralisé à cause du comportement de certaines surpuissance, etc. Ça fait beaucoup penser à certains pays colonialistes, par exemple, etc. Il y a beaucoup de parallèles qui ont été faits et qui ont été regroupés dans une étude dont je me suis servi dans le film, qui est une étude de William Edgeboe, qui est un professeur d'histoire à l'université de Oneonta à New York, qui a publié donc un bouquin sur ça, justement, sur Gundam et Yamato. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai, oui, tu le cites, oui. Je l'ai publié, tout à fait, je le cite même clairement. Ah oui, tout à fait, j'ai même eu la chance de collaborer avec lui, figure-toi, puisque je l'ai contacté, en fait, pour lui demander si ça le dérangeait que j'utilise sa thèse, en fait, en entière, hein, clairement. Ce que j'ai fait, c'est une synthèse de sa thèse que j'ai utilisée dans le film, et je l'ai contacté pour lui demander si ça le dérangeait que je le fasse. Donc c'est pas rien, c'est pas des élucubrations d'un fan qui fait des théories dans son coin, c'est quand même assez solide ce que tu racontes. Ah oui, on parle bien là d'un professeur d'histoire tout à fait sérieux, qui s'avère aussi être passionné par Gundam, bien sûr, mais qui derrière a fait donc des recherches poussées, plutôt plus ou moins historiques, où il dresse des parallèles avec les dates, par exemple, données dans Mobile Suit Gundam, qui correspondent à des dates qui ont vraiment eu lieu dans la vraie vie, dans la guerre du Pacifique notamment, et qui sont réutilisés dans la série telle quelle pour faire des parallèles avec la Seconde Guerre mondiale. Non, c'est assez sérieux quand même. C'est une étude que j'ai trouvée absolument géniale et qui est superbe. Et William Edgeboe a eu la gentillesse de vouloir non seulement que je me serve de sa thèse, mais m'aider à écrire ce passage, puisque entre le moment où il l'a publié et le moment où j'ai fait le film, plusieurs années se sont écoulées, et donc on l'a complété, augmenté même. Et non, c'était cool ça. Non, mais c'est un travail qui est vraiment très impressionnant du coup. Et la thèse, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous la résumer 2 secondes sur ce que, je vais dire vite fait. Je vais essayer de le faire en 3 phrases. La thèse. Quel est le propos? Voilà. Le propos, c'est une étude comparée. Alors, j'ai pas le titre en tête, hein, très franchement. C'est un bouquin assez énorme avec plusieurs chapitres à l'intérieur, et William Edgeboe a écrit l'un de ces chapitres, le chapitre 11. Ça, je me rappelle. Et donc, c'est une étude comparée entre Mobile Suit Gundam et Uchusenkan Yamato, Space Battleship Yamato en France, et c'est une étude comparée entre ces 2 animés. Alors Yamato, c'est pas du tout un animé mecha, hein, mais c'est un animé qui aussi fait des parallèles avec la Seconde Guerre mondiale. Et donc l'idée, c'est de comparer ces 2 animés-là et de voir comment est-ce qu'ils vont
traiter la Seconde Guerre mondiale. Non, parce que c'est pas le tout de faire une série qui fait des parallèles avec la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi le propos qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'on veut dire. Oui, parce qu'on rappelle que le Japon est un pays traumatisé, est un pays vaincu, donc comment on surmonte une défaite comme ça quand on est un pays qui a quand même une fierté nationale qui est quand même assez forte. Donc il y a des solutions qui sont proposées, y compris dans des récits fictifs qui permettent de retrouver un sens un petit peu un sens à la civilisation, et puis un sens à la défaite, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que les animés à l'époque, donc début des années, dans les années milieu 70, début 80, il y a une montée du nationalisme au Japon, et il y a des animés qui vont essayer d'influencer, pas dans le sens de propagande ou quoi, hein, mais vraiment de raconter une histoire de la Seconde Guerre mondiale et de raconter comment est-ce que eux voient les choses. Et donc effectivement, il y a des animés qui vont plus avoir une approche un peu plus nationaliste, donc par exemple pro-militaire, pro-guerre, un peu redonner une fierté militaire, nationale au Japon. Avec l'idée aussi de on n'a rien fait de mal, on est des victimes, on s'est fait... Tout à fait. Donc on ne parle pas forcément de déculpabilisation, on parle plutôt de... Je le formule mieux dans le film, hein, mais on parle effectivement du souvenir qu'on va avoir des actions perpétrées pendant le conflit. On a eu la bombe nucléaire dans la tronche. On est un pays qui a vécu ce traumatisme-là. En comparaison de ce qu'on a pu faire pendant le conflit, c'est nous qui avons pris ça dans la tronche. Ouais. C'est une forme de victimisation. C'est un mot un peu. Il y a une forme de victimisation. J'aime pas le mot, mais c'est vrai que je vois pas trop comment mais c'est sans pour autant adopter vraiment une posture de victime. Mais c'est vrai qu'après la guerre, le Japon est privé d'armée, il est mis sous tutelle, voilà. C'est ça, et il y a vraiment. Donc c'est humiliant. On parle plutôt effectivement d'une humiliation japonaise qu'il s'agirait d'inverser dans la narration, dans les animés japonais. Donc on va faire des Japonais les nouveaux héros, ceux qui vont sauver le monde avec des robots géants, avec une technologie avancée. Parce que le Japon, au lieu de condamner les nouvelles technologies, ce qu'on sera en droit de se dire, hein, parce qu'après s'être mangé une bombe nucléaire, je pense qu'effectivement les nouvelles technologies, on pourrait être fâché avec. Mais non, eux, ils vont choisir plutôt de se l'approprier et d'en faire quelque chose qui va les faire progresser, les faire avancer. Ils vont s'affranchir des sociétés occidentales qui l'ont utilisé à mauvais escient, et les Japonais, dans Yamato, vont l'utiliser pour plutôt sauver le monde, en faire un usage beaucoup plus raisonnable, etc. Mais le propos central un petit peu de Gundam, parce que là on a dépeint le duché de Zéon comme voilà, il y a des parallèles avec Hitler, machin, tout ça. Mais tu l'as dit, il y a aussi des tensions à l'intérieur de chaque groupe. Voilà, la fédération d'un côté, Zéon de l'autre. Il y a des tensions à l'intérieur. Et puis, au fur et à mesure des séries, d'ailleurs, ça va être encore plus marqué. Au fur et à mesure des séries, on va voir que, en fait, tous les camps commettent des saloperies. Tous les camps sont... C'est la guerre qui est dangereuse, c'est la montée de la violence et de l'escalade qui est dangereuse, et dans chaque camp, des horreurs vont être commises. Voilà. Dans Gundam, il y a vraiment cette idée de l'équivalence morale. C'est un mot que j'ai utilisé dans le film, c'est pas anodin. C'est de se dire qu'il n'y a pas un camp qui s'est mangé, par exemple, la Terre, la Fédération, elle s'est mangé une colonie spatiale carrément dans la tronche, quoi. Ça a rasé l'Australie. De la même manière, les Japonais ont subi l'attaque nucléaire. Pour autant, ils ont également perpétré des crimes de guerre. Alors, la Fédération, là je parle, hein, dans l'anime japonais, et notamment dans Zeta, la suite que tu as vue du coup, Usul, le propos se complexifie et on voit que il y a une équivalence morale. La Fédération agit extrêmement mal à la fin de la trilogie originale, donc je vais pas spoiler, hein, pour ceux qui voudraient regarder. Ce que je veux dire, c'est que le propos va encore se complexifier. On va voir la Fédération sous un jour peut-être un peu plus dangereux. Ils vont avoir des dérives un peu autoritaires, et il s'agirait maintenant de lutter contre ça. Les vaincus d'hier deviennent peut-être les sauveurs de demain, et les opprimés d'aujourd'hui. Et les opprimés d'aujourd'hui, tout à fait. Tout à fait, donc il y a vraiment ce côté-là. Il y a pas, donc c'est pour ça qu'on peut pas dire, lui c'est le méchant et ça restera le méchant à vie, quoi. Ça peut se renverser, quoi. D'où le fait qu'un des personnages récurrents, c'est ce fameux Char Aznable dont on a parlé, qui va avoir un parcours sinueux, on va dire, dans toutes ces... C'est un personnage qui à la base est un électron libre. Lui, il appartient pas, enfin, de base, il n'est pas censé appartenir à une faction. Alors quand on le rencontre, il est pour le compte de Zéon, mais très vite, on va se rendre compte que son optique, elle est peut-être un peu plus personnel que ça. Il a peut-être envie de se venger de quelque chose qu'on lui aurait fait, et peut-être même qu'il travaille dans le camp ennemi en ce qui le concerne, tout en luttant pour autant contre la Fédération. C'est quelqu'un d'assez ambigu, on ne sait pas exactement quel est son but, ce qu'il veut. Au début de la série, j'entends, là je pars vraiment du principe qu'on l'a pas vu, c'est un personnage qui
c'est là où The Origin en fait spoil cette ambiguïté, comprend de suite en fait quelles sont ses motivations. Oui, alors que quand on regarde la série originale, on se dit c'est le méchant, enfin au début en tout cas, on se dit c'est le méchant, voilà quoi. Et on n'en attend pas grand chose de Char. Chemino, je vais revenir vers toi parce que toi, tu avais fait état du fait que beaucoup de gens avaient regardé Gundam et pas très bien compris Gundam au point de développer une passion chez les fachos. Il y a une passion Zéon. C'est un truc que tu m'avais raconté, ça se retrouve souvent. C'est là où avant, en fait, je sais pas si tu as déjà vu ce mème sur internet du Gundam qui tire en l'air avec le Gundam qui tire en haut où il y a marqué War is bad, en fait, qui rate complètement sa cible, qui est le personnage d'à côté qui dit waouh, cool robot. Oui. En fait, beaucoup de gens ont du mal à comprendre en fait le message de base de Gundam qui est la guerre c'est mal, en fait, il y a aussi surtout le côté, oui, il n'y a pas de camp à choisir, il n'y a pas de meilleur camp à prendre, et souvent je vois des gens reprendre le slogan de Zéon, Seek Zéon, sans arrêt, et que je trouve pose problème en soi, parce que c'est pas le but, c'est pas ce que veut transmettre l'œuvre originale, quoi. Oui, c'est-à-dire que sur Zéon, ils disent carrément Zig Zéon, hein. C'est ça, beaucoup de gens utilisent Zig Zéon, aiment beaucoup l'imagerie de Faf et qui est très proche, oui, du Heil Hitler, oui. Et d'ailleurs, le rapprochement, tu le montres dans le docu, le rapprochement il est fait exprès, même le chara-design, enfin des tenues et tout, est fait pour rappeler, alors pour le coup pas les nazis, mais plutôt les Prussiens apparemment. C'est ça. Et du côté de la Terre, c'est plutôt, ils ont pris l'uniforme français comme napoléonien. Comme base, donc c'est extrêmement référencé, c'est vraiment un truc d'adulte. Il y a encore des gens qui redemandent par où on rentre dans la saga. On le redit, qui le redit? Qui peut montrer les DVD, les Blu-ray? Et puis après on va parler piratage peut-être aussi. Alors là j'ai The Origin. Voilà, The Origin. Excellente porte d'entrée. Un animé récent qui est un préquel à la saga originale. Et puis la trilogie original, Mobile Suit Gundam, la trilogie de 79 qui s'appelle juste Mobile Suit Gundam, qu'on appelle aujourd'hui First Gundam ou Gundam 79. Voilà, donc, on l'a redit, on l'a redit. Si on n'a pas fait assez de propagande, je sais pas ce qu'il faut faire derrière. Regardez Gundam, la trilogie cinématographique originale de 79. Voilà, 3 films. Et The Origin 2015, beaucoup plus récent du coup, pour ceux qui sont un peu qui n'ont pas forcément envie de voir un animé à l'esthétique un peu datée, années 80-70. Donc là on parle de 6 OAV. On t'a déjà demandé, Chemino, ça on te le demande souvent du coup sur Twitter, au point que tu as fait, ce que je vais montrer maintenant, du coup tu nous le stream, tu as fait un petit graphique pour qu'on s'y retrouve, pour que les gens voient par où commencer, qu'est-ce qui est disponible où. Est-ce que tu peux nous expliquer? Vas-y, montre-nous comment ça marche. Alors, j'avais fait un schéma que je vais partager sur le stream. Hop, une seconde. Merde, où sont les commentaires? Où les commentaires? Bon, je verrai ça après. Je te partagerai ça tout à l'heure. Mais en gros, j'ai fait un schéma où, pour beaucoup de gens qui me posaient la question par où commencer Gundam? Quels sont les points d'entrée? J'avais fait ce schéma qui retrace plus ou moins l'Universal Century, donc l'univers principal de Gundam. Oui, alors parce que oui, on l'a pas dit encore, mais c'est vrai qu'il y a la chronologie de la série qui est quand même assez importante, parce que peu importe où vous prenez, il y a toujours un petit peu des références à des choses qui se sont passées avant, des personnages qui reviennent. Bon, c'est un univers qui a une cohérence quand même. Et donc ça, mais il y a aussi d'autres chronologies, il y a aussi d'autres univers Gundam qui ne rentrent pas dans cette chronologie canonique. Et qui sont potentiellement aussi d'excellentes portes d'entrée, en ce sens qu'elles sont indépendantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin de voir ce qu'il y a eu avant. Par exemple, ce qui a été diffusé sur M6, Gundam Wings, ne prend pas place dans l'Universal Century. C'est ça, c'est une série indépendante. Donc, par exemple, si vous voulez regarder un Gundam sans avoir affaire à une saga dantesque, Gundam Wing, c'est très bien, ça fait 2 saisons. Et il y a un film, Gundam Wing Endless Worlds, pour conclure le tout. Et puis voilà, ça se regarde très bien. Il y en a d'autres, notamment sur Netflix, par exemple. Gundam Wing, qui était prévu pour intéresser en fait l'international. Oui, tout à fait. En ce sens ça a marché.
Ça a marché puisque ça a été donc la première série Gundam à avoir une VF du coup, et surtout à s'importer en France, tout simplement. Et voilà. Et puis donc je précise aussi parce que ça peut aussi être une bonne porte d'entrée parce que l'anime est très récent. Gundam Orphans sur Netflix, l'intégrale y est. Iron Blooded Orphans. Tout à fait, qui est une série très récente qui fait 2 saisons et puis c'est tout. C'est sur Netflix. C'est sur Netflix. Il n'y a pas besoin de voir autre chose avant. Iron Blooded Orphans est une série Gundam sur Netflix qui n'a pas besoin du coup de connaître quoi que ce soit de Gundam, c'est ça qui est intéressant, et qui aborde des thèmes très très intéressants. Par exemple, il y a un moment donné où ça parle justement d'une espèce de révolution ouvrière qui se passe dans les colonies, qui se fait opprimer par ce qui représente la fédération en fait dans cet univers-là. C'est vraiment très intéressant. Je vais mettre le trailer parce qu'on parle d'Iron Blooded Orphans, donc autant montrer un petit peu de quoi il en retourne. Je mets le trailer, peut-être même pas en entier parce qu'il dure quand même 1 minute. Oh bah si, allez vas-y, hop, c'est parti. So, what do you want me to do next, Orga? We're going. Where? To a better place. Where you and me belong. That's right! No more colonial rule! Poverty spread across the planet. And sadly, most of these victims were only... Bon, là c'est en anglais, mais sur Netflix, vous pouvez le foutre en japonais, évidemment. Par contre, il n'y a pas de doublage français, il me semble, sur Netflix. Non. Hey, if you want to work here. I mean, doesn't your own life matter to you? C'est Wing et Double Zero. Je sais pas comment on peut dire Double Zero. Double O. Double O. We're out of options. Our only chance now is to fight with all we've got. Let's go. Double O Gundam. Barbatos. Machines bearing the name Gundam have appeared at many turning points throughout our history. On vous entendait pas hein, parce que j'ai mis le son à donf. Ah, pardon. An advocate for Mars independence. Who knows what will happen next? Now don't worry about it. Once Orga says he'll do something, he doesn't stop till it's done. I'll do my part too. You will make it to Earth. He's rough around the edges, but the kid has heart. It's a real contradiction. Iron Blooded Orphans est un excellent point d'entrée. Ah, ça aussi, c'est un point d'entrée pour toi. En fait, pour moi, c'est un point d'entrée. En fait, ça te donne envie de connaître l'univers Gundam dans son entièreté. Pour moi, c'est ça ce que j'appelle un point d'entrée dans Gundam. Puisqu'en fait, déjà, l'animation est c'est un animé récent. Ça parlera peut-être plus aux jeunes générations. Puisqu'en fait, ça raconte l'histoire d'enfants qui, de par la pauvreté sur la planète Mars, qui est sous le joug de la Terre aussi, de l'oppression de la Terre. Donc ces enfants en fait travaillent dans une armée privée et décident de s'emparer de cette armée, de prendre le contrôle de cette armée pour devenir eux-mêmes indépendants, et pour ça ils vont escorter, ils vont essayer de faire leur scope à eux quoi. Et en fait ils vont servir à escorter une princesse qui elle est une grande militante pour l'indépendance de Mars. Et donc on suit en fait un peu cette espèce de slice of life où on voit des enfants en fait, des enfants soldats. Hein, c'est quand même, ce sont des thèmes très durs à chaque fois. On suit donc le personnage principal et c'est Mikazuki qui est assez effacé et qui est un peu un sociopathe hein, parce que le gamin, il fait peur dès le début. Il fait peur dès le début. Hein, il a la gâchette facile. Et pour ça, ils se servent d'un mobile suit qu'ils avaient déterré, qui est le Gundam Barbatos. Très bien. Bon, il y a une autre série qui est dispo sur Netflix. Donc ça, c'était Iron Blooded Orphans. Donc série autonome, où il n'y a pas besoin de connaître tout l'univers, et récente, donc c'est joli, donc porte d'entrée potentiellement. Et il y a une autre série sur Netflix, il me semble. Oui, alors là, c'est Gundam Unicorn. Alors là, par contre, c'est dans ton schéma, c'est dans la chronologie. C'est ça, c'est que contrairement à Blooded Orphans, là il faut vraiment avoir vu beaucoup de choses avant de voir Unicorn. Il faut avoir vu la trilogie cinématographique originale, Zeta, double Zeta, parce que je veux dire qu'il y a pas mal d'étapes préalables, quoi. C'est ça qui est compliqué. En gros, on a un fil rouge qui démarre avec Mobile Suit Gundam 79, donc la toute première série, celle dont on parle depuis le début. Tout ça, ce sont des spin-offs en fait. Ceux-ci n'ont pas besoin spécifiquement de connaître quoi que ce soit de Gundam. Donc là, on voit Thunderbolt. Hein. On n'a pas besoin d'avoir forcément
peut-être vite fait le contexte géopolitique, et encore, en fait, non, parce qu'en fait, ça se suit sans avoir à connaître quoi que ce soit de Gundam pour ces 3 séries-là. Tu sais que c'est une guerre, les gens ils se battent, voilà quoi. Voilà, c'est ça. J'ai pas mis les flèches ici. Bon, Stardust Memory, par exemple, lui, il a besoin plus ou moins de savoir un peu le contexte. Bon, bref. Mais le fil rouge, en tout cas, c'est Mobile Suit Gundam. Ensuite, c'est Zeta Gundam. Alors, est-ce qu'on peut parler de Zeta Gundam, là, un petit peu? Hein? Qui est peut-être mon préféré d'ailleurs, et je crois même le préféré de beaucoup de gens finalement. C'est le préféré des Japonais en tout cas. Camille. Mais oui, Zeta, moi par exemple, je suis pas un grand fan de Zeta Gundam. Je trouve que Zeta Gundam a quelques problèmes en fait d'écriture, des écritures qu'on pourrait dire à la Tomino. Des personnages un peu tête à claque, des choses qui font que qui n'ont pas trop de logique dans les dialogues, des gens qui changent de camp pour des raisons improbables. Et aussi une ambiance, bon après ça c'est voulu, mais une ambiance tout court assez anxiogène dans la licence. Enfin, Zeta. En moi j'ai beaucoup aimé Zeta. Ouais, c'est beaucoup aimé Zeta. Je suis en train de faire regarder un pote Zeta Gundam et lui par exemple, il regarde mais il trouve ça vachement moins bien que par exemple que 79. Alors, Zeta Gundam, donc du coup sort, c'est vraiment la 2e série Gundam. Il y a une première série, donc 50 épisodes, 3 films, qui résument ces 50 épisodes. Et ensuite, donc la Sunrise sort enfin, après quelques années, la 2e série. 10 ans 6 ans après la fin de la série. 6 ans. Originale, 3 ans après le dernier film. Donc là, on est en 86. Et entre-temps, donc la première série Gundam a fait vraiment sensation, du coup. Elle a influencé beaucoup de séries. On va regarder le trailer de Zeta Gundam. Vas-y, continue, je charge ça. Et du coup, Zeta, effectivement, donc il sort en 86, il va être influencé par des séries qui ont eu lieu entre-temps. Et surtout, ce que j'adore dans cette série, c'est que justement, on part la première trilogie cinématographique était déjà assez complexe, avec donc il y avait vraiment 2 camps identifiés, et voilà, tout l'enjeu, ça va être de les rendre plus humains chacun, de rendre des choses non manichéennes. Double Zeta, il va complètement chambouler tout ça, et il va complexifier davantage la chose. Si à la base on avait 2 camps identifiés, maintenant on en a 4 qui vont avec des connexions comme ça. Donc on a toujours la Fédération et du coup ce qui va devenir Néo-Zéon. On va avoir la Hug qui lutte contre les Titans donc qui sont du côté de la Fédération, qui doivent vaincre les vestiges de Zéon de la première trilogie. Ça se complexifie énormément, chacun se bat un peu, tout le monde se bat un peu contre tout le monde, et c'est aussi l'un des finales, je vais pas spoiler évidemment, mais l'un des finales les plus... c'est un final à la Tomino. Ah ouais, c'est dur. Hein. Donc, en gros, oui, on va regarder. On regarde le trailer, et on en parle après pour que les gens voient un petit peu de quoi on parle, parce qu'on est 6 ans plus tard, donc c'est quand même plus joli que le premier, mais on est quand même dans de l'animation il y a longtemps. Il y a plus de pognon, ouais. Alors on regarde. Donc là j'ai mis l'opening, une minute. Il y a un truc qui s'est lancé tout seul. Putain d'autoplay de tweet de YouTube. Excuse-moi, je t'ai coupé, du coup on repart. Non, mais je disais que la première trilogie m'avait séduit. J'ai acheté En fait, j'ai découvert Gundam assez tard. Je l'ai découvert justement quand l'éditeur Olziani avait sorti les Blu-ray. Donc, à la base, je voulais juste regarder la trilogie originale. J'avais adoré la fin. Je me suis dit, bon, je vais regarder la suite. Et c'est là que j'ai acheté Zeta. Et je suis tombé amoureux, quoi. C'était fou. Justement, ça part dès le début. Déjà, la première trilogie était un peu compliquée des fois. Là, on part dans quelque chose d'encore plus compliqué. J'avais expliqué qu'au début, tu avais 2 camps. Maintenant, tu en as 4. Oui. De Camille, effectivement, tête à claque, on est dans ce que Tomino fait de plus classique, mais alors, oh là là, c'est un chef-d'œuvre ce truc-là. Et encore une fois, le final, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des moments de latence dans l'animé, il y a des moments un peu. La série fait 50 épisodes. C'est vrai, il y a des trucs qui traînent un peu en longueur. Il y a un gros ventre mou, je trouve, dans la série. Il y a toujours ce truc qui fait que tu veux continuer. En fait, moi, là où il y avait effectivement, je me rappelle un moment où je commençais à décrocher, ça fait longtemps, il y a un moment donné où je commence un peu à décrocher, et je sais plus quel épisode, mais il y a un moment donné, Amuro, le héros de la première trilogie, revient dans l'intrigue, et ça fait du bien, quoi. On voit l'évolution un peu des personnages, l'évolution aussi de la série fait qu'Amuro va devoir collaborer avec des ennemis, avec les ennemis d'hier. Il y a des confrontations, des jeux de regard, enfin c'est délicieux ce genre de truc, c'est vraiment incroyable. Et non, ça rend le truc. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau personnage principal, mais il va croiser l'ancien personnage principal, donc il va y avoir beaucoup de relations entre beaucoup de personnages, et vaut mieux avoir vu l'original, là, par contre. Oui, là, je pense vraiment qu'il faut. Oui. Alors, ce que j'adore avec ce nouveau personnage principal, c'est effectivement qu'on nous présente donc un Camille Bidan qui est ultra paradoxal, parce qu'il est tête à claque, il est un peu chiant dans son genre, mais alors, qu'est-ce qu'il est puissant!
c'est un new type. On n'a pas expliqué ce que c'était les new types. En fait, dans la série, donc ça c'est vraiment une invention de Tomino, les new types, ce sont des êtres humains tout à fait normaux. Simplement, à force d'habiter et de vivre dans l'espace, ils ont évolué. Ils ont acquis alors c'est compliqué de définir exactement ce que c'est, mais ils ont beaucoup plus d'empathie. Il y a des effets. Ils peuvent par exemple parler parfois quasiment par télépathie. Ils peuvent se comprendre. Ils ont parfois même accès à l'esprit, enfin, entre guillemets, c'est un peu maladroit, mais de gens qui sont morts, etc. Il y a un côté un peu super pouvoir entre guillemets, mais à la Tomino, ça reste assez subtil, ça reste assez. Oui, c'est des pouvoirs psy, quoi. Ils commencent à avoir des pouvoirs psy, tout simplement. Des pouvoirs psy, c'est ça. Et là, Kamividan est ultra puissant, vraiment très très puissant. Et comme toujours dans les intrigues de Tomino, quand on est très puissant comme ça, c'est forcément qu'on va avoir une histoire tragique. Enfin, je veux dire, Kamividan, il va. Donc Tomino, il a un surnom, un Kill Them All. Ouais, tout à fait, réputé. Enfin, je sais pas si c'est vraiment légitime, mais en tout cas, il est réputé pour avoir. Voilà, il nous reste combien de personnages là? On en est à la fin. Il nous reste combien de personnages? Ouais, on les tue tous. Ça dégage. C'est bon. Le principe du new type, en fait, qui servait à combler un problème qu'on avait dans Gundam, c'était les gens sont dans des cockpits, ils se battent, ils ne se connaissent pas forcément, et en fait, grâce au pouvoir du new type, ils arrivent à communiquer entre eux, par le biais de sentiments ou autre. Enfin, c'est pas vraiment décrit de manière très précise, mais il n'y a pas de définition à ça. Hein. Oui, c'est vrai qu'un duel entre des samouraïs, ils se parlent, voilà, ils vont se toucher. Un duel entre des mechas, c'est deux gens chacun dans leur boîte, on est dans l'espace, comment tu t'entends? Bon, voilà, ça c'est une petite astuce scénaristique pour faire qu'ils puissent parfois... qu'il y ait quand même des relations, y compris entre les adversaires. Et parfois des relations complexes entre des adversaires qui vont changer de camp, etc. Il y en a qui dit l'histoire avec Four, elle est un peu OCF. Oui, dans Zeta, l'histoire avec Four, en fait, il y a le souci en fait dans Zeta. Il y a des histoires d'amour aussi. Évidemment. Oui, il y a des histoires d'amour. En fait, c'est pas le problème entre Four. L'histoire de Four est pas mal en soi, elle est même très très bien. C'est juste que cette histoire est reproduite 3 fois. Je vais pas spoiler, je vais pas. Oui. Mais ça, c'est le côté série, il faut que ça fasse 50 épisodes. C'est ça, c'est le fait que ça fasse 50 épisodes. En fait, on a un ventre mou qui donne des histoires où au final on se dit, on l'a déjà eu cette histoire-là avant, faut peut-être passer à autre chose, peut-être avancer. Bon, c'est d'autres personnages, c'est d'autres trucs, mais c'est aussi le souci dans Zeta, c'est que c'est trop souvent on est les méchants. En fait, le problème, c'est que les titans sont sont vraiment des antagonistes. Et là, on te met les titans qui ont un nouveau mobile suit, qui vont aller attaquer ce qui représentait une représentation du white base de leur époque. Et puis au final, les gens savent pas ce que c'est que le white base, hein, t'as perdu tout le monde. Le vaisseau. Voilà, souvent dans Gundam, du coup, on va suivre, enfin souvent, en tout cas dans Zeta et dans 79, on va suivre un vaisseau parce que les bastons de robots, les robots, il faut qu'ils aient un port d'attache, hein, un peu comme un porte-avions, si tu veux. Et ça va être ce vaisseau dans lequel va y avoir une vie entre les habitants, et puis de temps en temps, des attaques. Et puis on va suivre le vaisseau. Il peut être dans l'espace, et puis ils peuvent arriver sur Terre et rester sur Terre pendant plusieurs épisodes, mais il y aura quand même des batailles de mechas, voilà. Et pourquoi je disais ça, c'est pour expliquer un peu la structure du fait qu'on allait suivre en général un équipage, voilà. Et donc l'équipage, c'est un peu, c'est un peu le noyau de la série, c'est suivre un équipage, en gros. Et du pourquoi coup, j'ai précisé ça. Si, t'as précisé parce que t'as parlé de White Base, voilà, le White Base c'est le vaisseau du premier épisode. Qui divaguait. Et du coup, oui, c'est ça. On a des méchants qui vont poursuivre du coup le vaisseau principal, et puis ils vont repartir en retraite. Ils vont trouver un nouveau mobile suit. Ils vont repartir ensuite à la guerre. Enfin, c'est assez répétitif quand même. Je trouve qu'on a des antagonistes moins intéressants dans Zeta, et on a moins de situations vraiment différentes et vraiment marquantes par rapport, je trouve, à 79. Alors là, pour le coup, moi j'ai regardé la série épisode par épisode, mais il y a aussi des films. Oui, il y a des films. Alors là, il y a un retcon dans la trilogie Zeta. C'est quoi un retcon? Une rétro-continuité. En gros, on change la fin. Ah oui, c'est vrai, oui. Donc il arrive un moment très important en plus vers la fin de Zeta. Donc on me disait, je ne vais pas expliquer précisément quoi, mais justement tout ça c'est changé, c'est chamboulé. Je ne l'ai pas mis dans mon schéma justement parce que je considérais qu'il valait mieux que les gens qui veulent découvrir Gundam ne passent pas par ça, ne soient pas perdus justement à cause de ça. Et puis
plus gros défaut des films Zeta, c'est d'avoir mélangé donc l'animation de l'époque avec des nouvelles scènes qui ont été refaites à la mode actuelle, quoi. Ça fait un mélange un peu bâtard entre l'animation des années 80 et l'animation des années début des 2000, je sais plus, 6, je crois. Enfin, ça fait aucun rapport. Il y a aucune harmonie visuelle. Enfin, Oui, c'est assez incompréhensible. Hein. J'ai vaut mieux regarder la série. En fait, vaut mieux regarder la série, puis ensuite regarder les quelques moments reanimés qui sont quand même de très beaux moments, hein, très bien animés. Oui, non, mais si on veut les regarder, c'est bien. On les regarde sur YouTube, quoi. C'est mieux. C'est mieux en fait que de découvrir Zeta via cette trilogie-là. C'est assez inutile. La série, oui. Vaut mieux regarder la série que la trilogie compilée de films de Zeta Gundam. Là où, à l'inverse, pour 79, il vaut mieux plutôt regarder les trilogies de films. C'est compliqué dit comme ça. Bon là vous avez toutes les portes d'entrée, hein, vous pouvez rien dire. Est-ce qu'on continue à parcourir un petit peu le schéma, puis on va pas tarder à s'arrêter parce que ça fait quand même un petit quelle heure il est. Ouais, il est 21h30, on a fait 1h30, c'est pas mal. En fait, l'idée de ce que j'ai voulu du schéma, c'était de réussir à avoir toutes les cartes en main pour pouvoir atterrir sur le prochain film qui sortira au cinéma au Japon le 7 mai, donc le premier film d'une trilogie qui s'appelle Hathaway Flash. J'ai eu un bip de... Oui, moi aussi, mais ça change rien, apparemment. D'accord. Hathaway Flash qui sortira le 7 mai prochain, qui est une trilogie de films. On aura le premier film donc le 7 mai. Et donc pour ça, pour l'instant, j'ai mis des points d'interrogation ici pour savoir. Je ne sais pas si ça suivra la chronologie après, si ça prendra en compte Unicorn. Mais en tout cas, il est nécessaire d'avoir vu Char contre-attaque, le film Char contre-attaque. Ah, c'est qu'un film. Ah oui, tout à fait. Oui, parce que Gundam, précisons-le quand même, ça continue, hein, c'est pas fini, ça fait 40 ans que ça existe, plus de 40 ans, et ça continue avec prochainement un film au cinéma qui s'appelle donc Hathaway Flash, qui est très attendu, qui a été reporté à cause du Covid, et qui sort, la date a été arrêtée, là je crois, c'est sorti au Japon, je pourrais plus dire, mais c'est cette année, hein, c'est imminent. Et voilà, donc là on parle vraiment d'un truc avec une animation ultra actuelle, quoi. Si Jules, tu veux montrer le. Ah bah on m'a dit mais le trailer, mais moi je l'avais pas chargé, je l'avais pas mis de côté, mais il y a un il vaut le coup le trailer. Hein. Il vaut le coup parce que là tu vois vraiment ce que c'est que Gundam aujourd'hui, quoi. Ah oui, alors j'ai chopé un truc d'une minute, 12. Ouais, par exemple. Ouais. Ça m'a l'air bien. On va regarder ça. Très bien. Ah oui, ça va être beau. Ouais. Il fait un peu du surplace dans le sable. Ah non, ça c'est un vieux trailer, ça. Ah bon c'est le premier. Non, mais il est très bien, il est très bien. Ça montre l'animation. Justement, ça montre le côté contemplatif un peu. J'aime bien. Bah mettez-moi le bon trailer dans le chat alors au lieu de me dire. Attends, j'y vais alors, je saute dessus. Alors. Ah, ça. Sont où les robots? Ouais, justement, t'as pas beaucoup de Bon, robot 3D. Hein. Ce mois-ci. Next Winter, mais c'est plus le Winter là, ouais, donc c'est à la bourre. Là. Ah oui, c'était prévu pour sortir en hiver 2020. C'est ça. Alors, Pixpof qui a mis un est-ce que c'est ça? Oui, ça m'a l'air d'être ça. Ouais. Fais confiance à Pix. Ouais. Je vous le mets, hop. Voilà, on regarde un mieux trailer. Plus récent. D'ailleurs, oui. Le film est oui, c'est ça. Et livre écrit par Tony. Oh, oui, il y a plus de trucs là. Oui, on voit plus de trucs que quand juste il marche sur la plage, oui, c'est vrai. C'est ça.
C'est un petit peu plus riche. Et en fait, ce personnage principal que tu vois là, c'est Asawe Noa. Le personnage principal qui est en fait... Oui, c'est... Attends, hop, l'autre, et encore, ça s'est relancé. Putain, j'en ai marre. Oui, tu disais... Oui, donc je disais, le personnage principal est Asawe Noa, qui est en fait le fils de Bright Noa. Bright Noa qui était le capitaine le commandant du White Base, du vaisseau qu'on suit dans Gundam 79. Et qu'on revoit aussi dans Zeta, Noa. C'est ça, et dans Char Contre-Attaque. Et dans Char Contre-Attaque. Et dans Unicorn. C'est vraiment un personnage qui sert à la continuité Gundam. Et donc du coup, il y aura quoi? Il y aura un film ou ils sont partis pour une trilogie? C'est parti pour une trilogie en fait. Il y a, je crois, 3 romans de Tomino et apparemment, j'ai un résumé, mais en fait, le résumé serait spoiler un peu les précédents Gundam. Tu as lu les romans? Non, j'ai pas lu les romans. Je n'ai pas lu les romans du tout parce que bon, ils n'existaient pas en français, non? Ils n'existaient pas en français déjà et j'ai la flemme de lire quelque chose en anglais. Et vu qu'en plus les films vont sortir, alors là, je vais pas perdre de temps. Il ne vaut pas les résumer parce qu'effectivement ça risquerait de spoiler plus qu'autre chose. C'est ça, mais apparemment de ce que j'ai entendu c'est que ça ne se finissait pas bien du tout. Donc une fin on dirait à la Tomino. Sans les connaître. Effectivement ça a été écrit par Tomino qui est malheureusement réputé pour ça effectivement. Je crois qu'à part Tournée Gundam, il n'y a pas de Gundam où ça ne se finit pas bien. Tournée Gundam qui est aussi un univers alternatif, qui peut être aussi un bon point d'entrée par exemple. Ouais, alors personnellement je le recommanderais peut-être pas pour commencer Gundam enfin, mais... Non plus. Justement parce qu'il... Ouais. Oui, il y a beaucoup de séries, oui. Ouais, on va conclure. Alors, c'est quoi, je terminais avec une question idiote, mais c'est quoi, à l'un et à l'autre, votre série Gundam préférée ou le truc Gundam préféré à vous? Vas-y, je vais commencer. Du coup, je l'ai déjà dit, c'est Zeta, clairement. Zeta. Parce que voilà, franchement, c'est ma préférée. Parce que Char aussi, faut le reconnaître. Enfin, Quattro Vagina. Et toi, moi, je dirais... J'hésite entre Unicorn, Thunderbolt et War in the Pocket. Ah oui, c'est bien ça, je l'ai vu aussi, War in the Pocket, c'est pas mal. War in the Pocket qui est très très bien. War in the Pocket, en fait, qui raconte l'histoire entre un pilote de Zéon qui atterrit, en fait, sur une colonie spatiale, qui produit, en fait, un Gundam en secret pour la Fédération. Oui, il vient espionner. Il vient espionner, en fait, et en même temps, il fait la rencontre d'un gamin fan de guerre, fan de Mobile Suit. En fait, gamin qui représente un peu le spectateur fan de Gundam. Ouais, c'est ça. C'est méta, tu vois. C'est assez méta. Et en fait, on te montre... Je pense qu'il n'y a pas plus représentatif de War is Bad que War in the Pocket. Qui, en fait, te sort un peu de cette enfance et qui te met face à la réalité. C'est très bon, War in the Pocket, qui est en fait une série d'OAV, de 6 OAV, je crois. Si je dis pas de conneries. Je sais plus, moi. Là, je pourrais plus te dire. Faut que je regarde vite fait. Hop, le schéma. Le schéma, je l'ai marqué. 6 OAV de 25 minutes chacun. Confondu avec 8. Et là, c'est ça aussi qui est un très bon point d'entrée. Je dirais celui qui m'a vraiment fait un coup de cœur, Thunderbolt. Thunderbolt. Je reconnais que c'est un excellent Gundam. J'aime beaucoup le côté jazz, le côté. On va parler des handicaps, des blessés de guerre. C'est vrai que c'est un Gundam qui est vraiment magnifique. Très bien, bon vous avez compris maintenant, donc Gundam c'est une longue continuité, mais dans laquelle en fait on peut raconter plein d'histoires, parce que c'est une guerre, une série de guerres, mais il y a on peut développer plein de points de vue différents. C'est un univers qui est un prétexte pour raconter des choses sur la guerre, la nature humaine. Chaque série a un peu une thématique, elle a toujours un propos, et on demandait dans le chat, du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est de gauche Gundam? Clairement. En fait, de ce que j'avais lu, c'est que Tomino et Yas, en fait, étaient tous les deux militants communistes. Très bien. En tout cas, quand ils étaient étudiants. Et que Yas était très fan, en fait, de mai 68. Je crois qu'il avait dit ça dans son... C'est vrai? Dans son numéro d'Atom. Tu l'as normalement, ce numéro-là Ah ouais, je l'ai. Non, j'ai pas lu. Ce que je me souvenais, c'est qu'il parlait comme quoi il parlait de mai 68. Oula, il était très content de ce qui se passait en France, ça l'intéressait beaucoup. Ah oui, mais 68 en France, parce qu'il se passe plein de trucs. Oui, en France, pardon. Ça s'intéressait au 68 en France. Con-Bendit et tout, quoi. Con-Bendit. Un jour, peut-être. Un jour, un personnage. Sur mai 68, pourquoi pas. Ah, soyons fous. Et oui, toi, tu es d'accord, c'est de gauche de ouf? Oui, pour moi, c'est de gauche. Oui, je suppose que oui, on peut dire ça.
Bon, très bien, très bonne conclusion. On va s'arrêter là, je vous remercie vraiment tous les deux. Bah, je pense que voilà, ça c'est un live sur lequel voilà, vous voulez faire rentrer quelqu'un dans Gundam, vous pouvez lui filer le replay ou pas, en tout cas ça va être sur YouTube dans quelques jours. Merci à vous d'avoir été là, on recommande, donc on rappelle, ton documentaire, on peut le spammer dans le chat, ton documentaire, la genèse de Gundam. Donc que vous connaissiez ou pas Gundam, que vous connaissiez ou pas les animés japonais, que ce soit votre délire ou pas, le documentaire vous apprendra plein de choses. Ouais, et même si vous matez pas Gundam, en fait, vous pouvez mater le documentaire, comme ça vous saurez, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont arrivés en cours de stream dans le chat, ou même au tout début, pour dire c'est quoi Gundam. Bon bah vous saurez ce que c'est Gundam, à quel point ça a été important dans la culture. Pour la culture. Ouais, pour la culture. C'est que pas connaître Gundam, c'est comme si on en était encore au stade où on connaissait pas Miyazaki, voilà, tu vois. Ah oui. Ouais, c'est ça. Oui. Donc voilà, ton docu, voilà, je l'ai remis encore dans le chat. Non, il n'y a pas de spoil dans ton docu. Non, j'ai tout fait pour en tout cas. Je spoil un peu l'animé Yamato, je précise. L'animé Yamato, pour ceux qui connaissent, je le spoil un petit peu la fin. Et puis je spoil pas beaucoup. La mort d'un personnage, si. Mais c'est au tout début, c'est pas. Vous pouvez regarder la trilogie Gundam en toute sérénité après avoir vu le film, il n'y a aucun problème. Voilà, bah je l'ai remis dans le chat, vous pouvez pas vous planter. Merci à vous, bah je vous laisse là. Moi, vous pouvez raccrocher, moi je vais dire au revoir aux gens et leur raconter ce qui va se passer là en stream, parce que ça y est, j'ai un prochain invité là qui a accepté. Bon, attendez, on va terminer ensemble. Okay. Voilà, moi j'ai Eric Fassin qui a accepté de venir en live pour revenir sur la polémique islamo-gauchisme, etc. Ça peut être assez intéressant, n'est-ce pas? Et voilà, donc ça ce sera peut-être lundi prochain, peut-être le lundi d'après, je ne sais pas, je prévois, puis je prévois pas en fait. Donc en fait j'avais pas grand chose à annoncer, sinon l'OLG il est sorti, voilà, on revient sur l'islamo-gauchisme à l'université, chaque mot a son importance, pourquoi cette attaque là aussi contre l'université, c'est évidemment sur Mediapart. Il en est où le Gunpla, on me demande dans le chat, t'as pas le temps de faire grand chose? J'ai fait le temps, c'est la tête. Ah bah voilà, le début du Zaku du coup de Zéon. Zaku rouge, c'est le Zaku de Char Aznavour. C'est celui de Char. C'est celui de Char, oui. La comète rouge, je sais plus. Très bien, ok. Bon, et bah très bien. Bah écoutez, je vous remercie. Je vais vous quitter là. Merci à tous les gens qui ont sub à la chaîne aussi entre temps. Nous, on va se retrouver carrément demain, en fait, je pense, pour une revue de presse dans la journée. Certainement en début d'après-midi ou le midi, un truc comme ça. En attendant, qui c'est qui est connecté là? Sur qui je peux vous envoyer à l'aise? Il fait quoi, Mister? Ah, Mr. Fox, il fait du zapping. Bah voilà, du zapping de Mr. Fox, c'est très bien. Ah ouais, sinon... Ah bah tiens, je vais vous envoyer chez Elvire au Rouge qui fait son live je l'ai déjà fait, hein, son live du lundi où elle reçoit des personnes. Là, il parle de podcast, nouvelles manières de le penser et outils d'éducation populaire. Voilà, je vais vous envoyer là-dessus, c'est très bien, ça discute. En général, j'envoie plutôt sur des gens qui discutent et là, on a bien discuté ce soir. Il est temps de se reposer un petit peu. Très bien. Hop, Elvire au Rouge. Vous avez des trucs à ajouter pendant qu'il y a du monde qui vous écoute? Merci à vous tous. Ah, pardon, vas-y, commence si tu veux. Moi, de mon côté, comme je suis très Gunpla, en fait, si les gens sont intéressés par le Gunpla, il y a une association qui existe en France qui s'appelle Gunpla Colony, qui a son Discord, avec pas mal de gens qui font du custom ou même ce qu'on appelle du straight build, donc du simple montage, qui sont là toujours pour du conseil. Vous avez juste à chercher sur Google Gunpla Colony ou simplement taper gunplacolony.com. Donc il y a une communauté française de Gunpla. Il y a une communauté française de Gunpla, tout à fait. Très bien. Et Platypus en ce qui me concerne, je vous remercie tous d'avoir été là, de bien vouloir nous entendre parler de Gundam. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut s'accrocher. C'est pas évident, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Et puis, oui, d'ailleurs, voilà. on n'a pas eu un max de monde, évidemment, sujet de niche, mais j'espère que ceux qui sont là,
toute façon, c'est l'idée, hein, c'est convertir des gens, et eux-mêmes, ils vont convertir des gens, ça marche comme ça. Ma plus grosse fierté quand j'ai fait le film, c'est d'avoir des commentaires de gens qui me disaient tu m'as donné envie de regarder Gundam, j'ai commencé Gundam, franchement, j'en ai eu 5-6 comme ça. Moi, je convertis une personne à Gundam, j'ai refait ma vie, hein, je suis super content. Donc si là, pendant ce stream, il y en a qui se sont dit ça a l'air cool, ça a l'air intéressant, j'ai envie de me lancer là-dedans, mission accomplie. Il est toujours temps de découvrir Gundam en 2021. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Allez, je vous laisse là, je lance le stream, je lance le raid, pardon. Bonne soirée et merci beaucoup d'avoir accepté de l'invitation. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut, bonne soirée. Alors après, moi je vais couper le live et on peut rester ensemble. Ah bah c'est camarade Pauline qui est dans le live. Hop, voilà. T'as passé le relais?